Bienvenue dans ce 8e cours d'économie de l'assurance. Je m'assure que je suis bien dans un coin de l'écran. C'est pas par pur narcissisme que vous me voyez, c'est aussi parce que ça vous permet d'avoir un bout du transparent qui est derrière pour savoir de quel transparent je commente, bien sûr. Voilà, donc en fait, la semaine dernière, il y avait eu assez peu de cours à proprement parler, on avait surtout évoqué les questions d'actualité. Non pas parce qu'il y avait une actualité particulièrement chargée, mais parce que l'actualité était particulièrement pertinente au cours. En particulier, ça nous a permis d'introduire des problèmes dont on va maintenant évoquer à travers la régulation. Par exemple, on avait vu comment les assureurs gibraltariens sous-tarifaient leurs prestations. Quand je dis sous-tarifés, ça signifie que les primes que font payer les assureurs gibraltariens, les assureurs de construction, enfin les ex-assureurs de construction ne permettaient pas d'indemniser les assurés, en conséquence de quoi les assureurs ont fait faillite. Et c'est évidemment un problème fondamental de régulation de l'activité qui est lié au cycle inversé de l'assurance, c'est-à-dire qu'on fait payer le produit, on fait payer le service avant de le rendre. Or, dans le cas, comme l'assurance décennale construction garantie avec une durée assez longue, ce qui peut se passer, c'est que les assureurs ont le temps d'engranger des primes pendant un certain temps et donc de prendre des parts de marché avant de disparaître. Donc c'est un problème considérable qui pose évidemment la question de ce qu'on appelle par un anglicisme maintenant la supervision, mais qu'on appelait dans le temps le contrôle des assurances. Et donc, quand on parle de sous-tarification, on parle aussi de la question du rôle du contrôleur des assurances. Et puis, j'avais évoqué, à travers un exemple qu'on n'a pas terminé, mais on n'a pas terminé d'évoquer les conséquences, mais j'avais évoqué la question de la prise de risque excessive par la gestion d'actifs, avec le cas d'un assureur américain qui rachète des contrats, y compris en Europe, des contrats de rente viagère, des contrats d'assurance retraite en Europe, et pour pouvoir servir les flux de revenus futurs, place dans des actifs à haut rendement, qui sont donc évidemment des actifs risqués. Bon, ça pour l'instant, on n'a pas lu à fond le papier, mais c'était juste pour évoquer la question justement de la manière dont les risques d'actifs sont pris en compte dans la réglementation. Or, justement, les risques d'actifs sont pris en compte dans la réglementation beaucoup plus que la question de la sous-tarification et donc du calcul des primes et des provisions, parce que le sujet qui a été prioritaire, alors je l'écris dans l'agenda post-crise, mais j'aurais dû dire en fait depuis le début des années 2000 dans l'Union européenne, c'est justement le sujet des fonds, non pas de la gestion d'actifs en soi, mais du calcul des fonds propres réglementaires et d'un calcul du fonds propre réglementaire qui soit sensible au risque, en particulier au risque d'actifs. C'est de ça qu'on était en train de parler, mais on avait un sujet qui traînait depuis un moment, qui était le sujet de la réassurance. Ça faisait plusieurs fois que je vous avais promis de vous montrer les traités de réassurance. Enfin, pas tout à fait de vous montrer les traités de réassurance, mais au moins de vous montrer comment ça marche. Bon, donc en fait, une manière d'en parler, c'est tout simplement de prendre un exemple numérique. Et en fait, l'exemple numérique, il n'est pas de votre serviteur, mais il est Borge. Borge, c'est un assureur norvégien qui se trouve avoir fait des contributions importantes à la microéconomie, en particulier en matière de microéconomie du choix risqué, ce qui va de soi pour un assureur, et la microéconomie de l'assurance. Donc l'exemple de Borge, c'est qu'on a un contrat pour lequel il n'y a pas de perte avec une probabilité 0,99, pour lequel il y a une perte de 1 avec une probabilité 1%, et donc dans ce cas-là, l'assureur est obligé évidemment de verser une indemnité, et on considère qu'il n'y a pas de franchise, ça c'est le plus simple. D'accord. Donc en fait, on est en présence, enfin le contrat c'est une variable de Bernoulli de paramètre 1%. Bon, et en fait, on considère le cas d'un assureur qui a souscrit 10 000 contrats de ce type. Et donc, l'espérance de perte dans son portefeuille, c'est quoi? C'est l'espérance de perte sur chacun des contrats fois le nombre de contrats. Donc, comme il risque de perdre 1%, puisque la perte c'est 1%, fois la probabilité de perte c'est 1%, pardon, la perte c'est 1, fois la probabilité de perte c'est 1% pour chacun des contrats, donc ça fait 0,01. On multiplie par 10 000 contrats, la perte moyenne, l'espérance de perte c'est 100. On va appeler ça P, parce que c'est aussi la prime pure, d'accord, donc non chargée. Si on s'intéresse maintenant à la variance du portefeuille, ce qu'on sait, c'est que la variance de Bernoulli, c'est le nombre d'épreuves, c'est 1, multiplié par la probabilité de succès, multiplié par la probabilité de non-succès, d'accord? Donc ça fait 1% fois 99%. Donc en fait,
ça fait 0,099, pardon, 0,0099, la variance sur chaque contrat. Quand on multiplie par 10 000 contrats, en considérant évidemment que les risques sont indépendants, sinon c'est compliqué d'assurer, bah, la variance dans le portefeuille, c'est 99. Ou si vous préférez, c'est l'espérance multipliée par 1 moins 0,01, donc 1 moins la probabilité de succès, donc ça nous fait aussi 99. Bon, et donc ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à comparer deux types de contrats de réassurance, contrats qu'on appelle d'ailleurs dans le cas de la réassurance des traités, même si ces traités sont aussi des contrats au sens du droit. Bon, ces types de traités, c'est un traité de réassurance proportionnelle contre un traité de réassurance non proportionnelle. Maintenant, on a tendance à préciser en disant un traité en quote-part. Il y a plusieurs types de traités proportionnels, mais là, celui qu'on va évoquer, c'est le plus simple, c'est le traité en quote-part, encore en anglais quota share, ou le traité en excédent de perte, que les anglophones appellent stop loss. Stop loss, tout simplement parce qu'il permet de fixer le montant des pertes de l'assureur. Et la manière dont on va comparer ces deux types de contrats, c'est qu'on va se donner un simple critère espérance variance. C'est-à-dire qu'on va voir pour l'assuré combien ça coûte de s'assurer et quelle est la variance résiduelle dans son portefeuille de contrats. Bon, et donc l'article dont je m'inspire, c'est l'article de Borges en 1960, Optimal Reinsurance Treaty. Alors, le traité en quote-part, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le réassureur prend à sa charge une partie des sinistres. Donc ici, on va dire 5% des sinistres. Pourquoi on va dire 5% des sinistres? Vous aurez la réponse en fait dans la question suivante. Pas dans le transparent suivant. Alors concrètement, dire que le réassureur prend à sa charge 5% des sinistres, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que si l'assureur a une perte de 5, enfin, comme l'espérance est de 100, on va plutôt partir du... Si l'assureur a une perte de 100, le réassureur va effectivement indemniser l'assureur à hauteur de 5% de 100, donc 5. D'accord? Et si l'assureur perd 110, le réassureur va indemniser l'assureur à hauteur de 5% de 110, c'est-à-dire 5,5. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce type de traité en quote-part, ça permet, enfin, c'est un traité proportionnel, puisqu'on voit que l'indemnité que verse le réassureur est proportionnelle à la perte de l'assureur. Alors combien vaut la prime pure dans ce cas-là? Bah, la prime pure, elle vaut 5% de... Pardon, c'est pas très pédagogique mon truc. Mais la prime pure que l'assureur doit payer, c'est 5% de la prime pure que ses assurés lui ont payée. Donc c'est 5% de l'espérance de perte qu'il a sur son portefeuille d'assurance. Or, comme on avait vu que la prime totale que lui payaient ses assurés pour les 10 000 contrats, c'était 100, bah 5% de 100, c'est 5. Donc la prime pure du traité de quota qu'on va appeler P indice Q, c'est 5. Et quelle est la variance résiduelle pour l'assureur? Ben, la variance résiduelle pour l'assureur, c'est qu'en fait, maintenant, il ne perd. En gros, la variance du risque qui lui reste, c'est qu'il lui reste en fait 0,95 fois le risque qu'il avait autrefois. Et donc la variance qui lui reste, c'est 0,95 au carré fois la variance qu'il avait quand il devait assurer tout le risque. Puisque je vous rappelle que la variance est en forme quadratique, la variance de A fois une variable aléatoire, c'est A2 fois la variance de cette variable aléatoire. Et donc, en fait, ce qui reste à l'assureur, c'est 0,95 au carré fois les 99 de variance qu'il avait, c'est-à-dire en fait 89. Bon, et donc, en fait, le réassureur, lui, il a la différence entre la variance de départ qui est 99 et puis la variance qui reste à charge de l'assureur, 89. Donc, le réassureur, lui, en échange d'une prime de 5, il se retrouve avec un risque qui est une variance de 10. Bon. Qu'est-ce qu'il en est maintenant du contrat en excès de perte? Le contrat en excès de perte, cette fois-ci, l'idée c'est que le réassureur va prendre à sa charge toutes les pertes qui sont au-delà de 100. Alors, on ne connaît pas la distribution de probabilité des pertes, mais en revanche, sous l'hypothèse que les pertes sont indépendantes, d'ailleurs si elles ne sont pas indépendantes, on déconseille quand même à l'assureur de s'intéresser à ce type de risque, sous l'hypothèse que les pertes sont indépendantes, alors, puisqu'on additionne 10 000 variables de Bernoulli, donc on additionne 10 000 variables indépendantes et de même loi, donc il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de statistiques, de probabilité, pour savoir qu'il y a un théorème central limite très simple, c'est d'ailleurs le premier, c'est celui de Laplace, qui marche, pour nous dire que en fait, la distribution des pertes dans le portefeuille, elle converge en probabilité vers une distribution normale d'espérance
l'espérance du portefeuille, et, enfin l'espérance de perte dans le portefeuille, c'est-à-dire 100, et de variance, la variance des pertes dans le portefeuille, c'est-à-dire 99. Pour des raisons de simplicité, on va dire que c'est 100, parce que racine de 100 c'est 10, alors que racine de 99 c'est je ne sais pas quoi, et on ne va pas s'amuser avec la calcul un truc compliqué, alors qu'on peut faire des calculs simples. D'accord? Bon, donc en fait, une fois qu'on s'est dit que la distribution des pertes dans le portefeuille c'était une règle normale, bah, c'est plus très compliqué de faire des calculs. Je fais une petite parenthèse. C'est pas un très bon exemple pour illustrer ce que c'est que la réassurance, parce qu'il va de soi qu'un assureur qui fait face à un risque aussi normal que celui-là, il n'a pas forcément besoin de réassurer. On a besoin de réassurance justement quand on a des problèmes de dépendance entre les risques, en particulier de dépendance géographique par exemple, parce que du coup on a des risques de forte perte, comme je vous l'avais montré dans l'exemple tout au début avec l'histoire épidémique. Tant qu'on n'a pas de dépendance, on n'a en général pas de forte perte. Mais là il s'agit simplement de comprendre comment se place le contrat en excès de perte contre donc le traité non proportionnel, contre le traité en quote-part, c'est-à-dire le traité proportionnel. Alors, le calcul de la prime est un peu plus compliqué parce que, bon, en fait, dans un premier temps, on peut se dire, bah, l'espérance de perte, c'est le premier terme. Parce que le premier terme, c'est quoi? Stricto sensu, c'est l'espérance de perte en se disant que on a entre 100 et plus l'infini de pertes dans le portefeuille. Sauf que, en fait, donc c'est une espérance, pourquoi? Parce que, puisque la distribution des pertes est normale, bah, on a la densité de la loi normale, d'accord? Donc la densité de la loi normale, c'est quoi? C'est 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle moins 1,5 sur x moins mu sur sigma au carré. Bon, donc ce qu'on fait, c'est que la première intégrale, c'est en fait l'espérance d'une loi normale, d'espérance 100 et de variance 10. En se disant, on prend tous les cas de perte entre 100 et plus l'infini. Le problème, c'est que quand on y pense, on peut certes perdre 100, 200, 300, 400, mais au total, on n'a que 10 000 contrats. Et donc, on ne peut pas perdre plus que 10 000. Donc, dire que on va... en fait, concrètement, ce que j'aurais dû écrire, c'est non pas l'intégrale entre 100 et l'infini, j'aurais dû écrire l'intégrale entre 100 et 10 000. Mais l'intégrale entre 100 et 10 000, je ne sais pas la calculer. Et donc, comme l'intégrale entre 100 et 10 000, je ne sais pas la calculer, l'astuce, c'est de faire comme si... Ben, en fait, c'est une petite astuce calculatoire qui me permet de récupérer une normale vraiment centrée réduite. Alors là, pour le coup, d'espérance 100 une normale, c'est de récupérer une normale centrée réduite qui va me dire qu'en gros, mes pertes ne peuvent pas dépasser 10 000, d'où ma petite astuce de calcul que je n'ai pas détaillée ici. Et si ça ne vous va pas, vous m'écrivez, je vous ferai le détail pour la prochaine fois. Bon, alors pourquoi c'est intéressant? J'ai oublié de le mettre. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, si on calcule, en gros, ce que nous donne cette quantité, ça nous donne une prime qui est égale à 4. Et donc, on comprend maintenant pourquoi on a calibré le traité proportionnel à 5%. Parce que ce qu'on voulait, en fait, c'était dire, ben voilà, on a un traité stop-loss, on a un traité en excès de perte qui va nous coûter 4 et qui va nous limiter les pertes à 100. Donc, pour avoir un ordre de grandeur voisin, on va prendre un traité proportionnel à 5%. Donc ce qu'on voit de manière évidente, c'est que l'assuré, il a le choix entre payer 4 et être sûr qu'il ne perd pas plus de 100, à la condition que le réassureur ne fasse pas faillite, évidemment, mais bon, on se dit que si le réassureur peut lui garantir le prix, ça doit être bon. Et payer 5, et certes, perdre un peu moins quand les pertes sont inférieures à 100, mais il risque quand même de perdre plus que 100. Ce qui n'est pas exactement... Enfin, ce qu'on attend de la réassurance, c'est pas juste que le réassureur prenne une part des pertes en général. C'est plutôt que le réassureur garantisse qu'on ne va pas avoir des pertes très élevées qu'on ne serait pas en mesure de payer. Donc, ce n'est pas un exemple entièrement satisfaisant, mais c'est un exemple qui montre au moins comment fonctionnent les deux traités, les deux types de traités. Donc, notre traité en excès de perte, il nous coûte moins cher que le traité proportionnel. Et qu'est-ce qu'il en est du point de vue de la variance? Ben, la variance, c'est l'espérance au carré moins... c'est l'espérance de la perte au carré moins le carré de la perte de l'espérance. Et donc, après calcul, en fait, la variance résiduelle pour l'assuré, c'est 34. Ce qui signifie concrètement que l'assureur récupère la différence, puisque la variance de l'assuré plus la variance de l'assureur, comme elles sont... Enfin, la variance de la perte de l'assuré plus la variance de la perte de l'assureur, il faut que ça fasse 99. Si l'assuré ne garde que 34 sur 99 de variance, ça veut dire que l'assureur
récupère 65 de variance. Et donc, évidemment, pour l'assuré, c'est une solution qui est complètement dominante, parce que pour un prix de 4, il baisse sa variance de 90, il baisse la variance de son portefeuille de 99 à 34. Donc en gros, il se débarrasse de 2/3 de la variance de son portefeuille. Alors que le réassureur, lui, pour un prix de 4, il récupère les 2/3 de la variance. On peut quand même se demander légitimement si c'est un bon contrat pour le réassureur. Et en fait, tout l'article de Borch, il tourne autour de l'idée que, bien sûr que le traité en excès de perte, il est optimal pour l'assuré, mais il n'y a aucun réassureur qui va accepter de signer un contrat dans ces conditions, parce que c'est évidemment beaucoup trop risqué pour lui. Et donc, de fait, la négociation entre l'assureur et le réassureur, elle va se placer quelque part entre les deux traités dont on vient de parler. En tout cas, en général, ce qui va se produire, c'est que le réassureur va chercher à borner le montant maximal. D'abord, il va essayer de mettre une franchise, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il va essayer de mettre le moment où il commence à intervenir le plus haut possible, et puis il va mettre un maximum, ou alors il va introduire des clauses de partage de l'assurance, parce que sinon c'est trop de risques pour lui. Et donc voilà. Alors, il y a une deuxième question qui se pose, outre cette question de savoir si le traité, dans quelle mesure le traité qui est optimal pour l'assuré, pour la compagnie d'assurance qui se réassure, est soutenable pour le réassureur. Une deuxième question qui se pose, en fait, il y a la question de savoir s'il est légitime de mesurer le risque par la variance. Ce qu'on a fait là. Alors, on comprend que mesurer le risque par la variance, ça fait sens dans le contexte de vous avez déjà dû faire de la gestion de portefeuille, donc vous connaissez Markowitz. Alors pour la petite histoire, et si vous ne le savez pas encore, Borch est en fait le type qui a, il a donné un contre-exemple à la théorie de Markowitz, c'est-à-dire qu'il a montré en particulier que dans le plan espérance-variance, les courbes d'indifférence étaient séquentes. Et donc en fait, les préférences espérance-variance ne sont pas rationnelles. Sauf à imaginer qu'on ne classe que des distributions de probabilité normales. Pourquoi sauf à imaginer qu'on ne classe que des distributions de probabilité normales? Parce que vous le savez, les distributions de probabilité normales, elles sont entièrement décrites par leur espérance et leur variance. Mais sinon, quand vous considérez d'autres classes de distributions de probabilité que les normales, vous risquez d'avoir des distributions de probabilité qui ont la même espérance et la même variance, mais par exemple qui ont des moments d'ordre supérieur différents. Et donc, du point de vue d'une fonction d'utilité, d'un choix type de l'espérance d'utilité, en fait, ces variables aléatoires ne sont pas indifférentes. Bon, et c'est justement ça que fait Borch dans son autre exemple. Mais justement, là où il s'en sort bien, c'est qu'il montre, il fait l'hypothèse, on l'a vu, qu'on avait des risques indépendants, et donc on pouvait utiliser le théorème de centrale limite. C'est probablement ce qu'il y a de plus insatisfaisant dans la représentation qu'il fait. Mais si vous le prenez, si vous prenez cet exemple, non pas comme étant la théorie de ce qui se passe dans la réalité, mais comme étant simplement un exemple pour illustrer comment on définit un contrat, un traité de réassurance proportionnelle contre un traité de réassurance non proportionnelle, ça fait parfaitement le job. Et ensuite, vous comprenez que le problème tient justement au fait que comme il y a de la dépendance dans les portefeuilles, on ne peut pas utiliser le théorème central limite. Comme on ne peut pas utiliser le théorème central limite, en fait, le risque qui est dans le portefeuille est beaucoup plus élevé. Et en fait, le pur traité en excès de perte, il est quand même extrêmement risqué pour le réassureur. D'accord? Alors, si maintenant, nous, on veut contester justement cette représentation du risque, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que dans le cas où le risque n'est pas normal, et donc ce qui se passe en particulier s'il y a de la dépendance dans le portefeuille, le risque, comment est-ce qu'on va chercher à mesurer le risque, ou plutôt quel risque est-ce qu'on va essayer de mesurer? Le risque qui nous intéresse, c'est pas une espèce de machin abstrait qui est de se demander, ouais, mais dans quelles conditions est-ce qu'il va faire des pertes, qu'est-ce que c'est que je sais pas. Le risque, quand on est la puissance publique, le risque auquel l'assureur est exposé, c'est le risque auquel il expose ses clients. Donc, en fait, le risque qui est intéressant, c'est le risque qu'il ne puisse pas honorer les termes de son contrat qu'il a signé avec les clients, et donc c'est le vrai risque, c'est le risque qu'il n'indemnise pas ses clients. Bien sûr, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'indemnise pas ses clients? Ça veut dire soit qu'il a mal tarifé, donc de fait il n'est pas en mesure d'indemniser, donc ça il y a un risque sur la manière dont il calcule ses provisions, soit, même s'il n'a pas bien tarifé, en plus il n'a pas assez de fonds propres pour indemniser. Voilà. On peut, pour aller vite, se contenter de dire le risque avec les assureurs, ce serait que les assureurs n'aient pas assez de fonds propres pour indemniser les contrats en cours, ou pour indemniser même ce qu'ils ont au passif, c'est-à-dire leur provision mathématique d'assurance.
Bon, ben, c'est aussi simple que ça. En gros, le risque, c'est que les indemnités que les assureurs doivent payer dans un avenir raisonnable, dans l'avenir visible, soient supérieures à ce qu'ils ont pour payer, c'est-à-dire l'actif, y compris les fonds propres. L'actif plus les fonds propres. D'accord ? Et donc, de fait, et alors, la question, c'est comment est-ce que justement on va représenter ça? Et la réponse, on va le voir dans une seconde, puisque la semaine dernière, ce qu'on a été dire, c'était, ben voilà, en fait, alors que dans BAL 2, BAL 3, on demande aux banques de constituer des fonds propres et de proportionner ces fonds propres au volume d'activité, alors avec plusieurs approches, vous vous souvenez, bon, on a une approche de base qui consiste en fait à mettre des pourcentages des activités pour le risque opérationnel ou des pourcentages des différentes classes d'actifs. En fait, pour Solvabilité 2, c'est plus compliqué parce qu'on a des sous-modules, et dans chacun de ces sous-modules, on demande de modéliser la distribution de probabilité des pertes. Et justement, pour chacun de ces sous-modules, on va mesurer le risque propre de ce sous-module. Et pas seulement un niveau d'activité annuel fois un pourcentage, comme dans l'approche basique de BAL 2, 3. Voilà. De la même façon, donc, pourquoi je parle de BAL 2, 3 ? Ben, tout simplement puisque, comme on a régulé les banques, et comme l'un des sujets quand même dans le secteur financier, c'est qu'il y a des conglomérats avec des banques et des assurances à l'intérieur, indépendamment de la nature des opérations d'assurance, le régulateur a eu le souci d'éviter l'arbitrage réglementaire, c'est-à-dire d'éviter que les conglomérats dans lesquels il y a des compagnies d'assurance, ou des activités d'assurance et des activités de banque, ne fassent transiter les actifs et les contrats risqués entre les différentes entités des conglomérats, tout simplement pour aller dans le sens de la réglementation la plus favorable. C'est pas la bonne réglementation, celle qui fait simplement que on va mettre dans le groupe d'assurance les actifs du conglomérat et les contrats du conglomérat qui comportent les obligations réglementaires minimales dans la réglementation assurance, et puis on va mettre dans la partie bancaire du conglomérat les contrats et les actifs qui comportent les contraintes minimum vis-à-vis de la réglementation des banques. Pour éviter ce qui est typiquement de l'arbitrage réglementaire, c'est-à-dire que, en fait, les groupes financiers dans lesquels il y a et de la banque et de l'assurance orientent les activités en fonction de la réglementation. Dans ce cas-là, la réglementation ne serait pas efficace. On a en fait choisi de prendre la même structure pour Solvabilité 2 que pour BAL 2 et BAL 3, en se disant que comme ça, on allait réguler l'ensemble du périmètre, et pas simplement aboutir à une ventilation des risques entre les différentes entités des conglomérats, ventilation qui aurait eu tout simplement pour effet d'éviter les effets de la réglementation. Bon, alors, donc, puisqu'on a la même structure dans Solvabilité 2 que dans BAL 2 et BAL 3, ça veut dire qu'on va avoir 3 piliers, et le premier pilier en particulier, vous savez, dans BAL 2 et BAL 3, le premier pilier, ce sont les exigences quantitatives de capitaux réglementaires. De la même façon, dans Solvabilité 2, le premier pilier, ça va être les obligations de capitaux réglementaires. Et alors, comment est-ce qu'on détermine ? On a déjà dit, on a cette représentation de l'activité en sous-module de risque, et en fait, on va avoir une exigence de capital réglementaire, qu'on va appeler Solvency Capital Requirement, et en fait, on traduit jamais. On pourrait dire exigence de capital de solvabilité. Solvabilité étant, je vous rappelle, la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements. Et en fait, on fixe le niveau de ces exigences de capital de solvabilité à la valeur à risque, la perte probable, à 99,5% à l'horizon d'un an de l'actif déterminé par soit la formule standard, soit un modèle interne, parce que on peut faire des modèles internes, comme dans BAL 2 et BAL 3. Et alors en fait, ce qui est intéressant dans Solvabilité 2 par rapport à BAL, c'est qu'on a deux niveaux de capitaux. On a un niveau de capital exigé pour motif de solvabilité et un niveau de capital minimum. Et ce niveau de capital minimum, donc le MCR, Minimum Capital Requirement, il est tel que si les fonds propres sont inférieurs à ce niveau de capital minimum, alors le contrôleur est chargé d'intervenir immédiatement pour prendre le contrôle de l'assureur dont les capitaux seraient plus suffisants. Voilà. Quand j'ai expliqué ça, je n'ai pas expliqué grand-chose. J'ai juste dit il y a deux niveaux de capitaux réglementaires. Un qui est un niveau souhaitable, Solvency Capital Requirement, et un qui est un niveau qui est un minimum absolu.
Et si vous avez moins que ce minimum absolu, pof, le régulateur intervient. Un peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais chez les Américains, dans le Risk-Based Capital, on avait dit, voilà, la formule est donne Risk-Based Capital. En fait, les compagnies sont censées avoir 200% du niveau de Risk-Based Capital. S'ils ont moins de 150, alors le contrôleur a le droit, mais pas l'obligation d'intervenir. Si les compagnies ont moins de 70, le contrôleur a l'obligation d'intervenir immédiatement. Donc dans le Risk-Based Capital, il y a aussi en fait plusieurs seuils. Ils sont déterminés à partir d'une seule formule, il y a aussi plusieurs seuils. Il y a un seuil où le contrôleur a l'obligation, pardon, a le droit mais pas l'obligation d'intervenir. Donc c'est le SCR ou bien c'est les 150% du RBC. Et il y a un seuil où le contrôleur doit intervenir de manière obligatoire pour prendre le contrôle de l'entité, pour garantir que les clients seront indemnisés. C'est le MCR dans le cas solvabilité 2 et c'est 70% du RBC dans le cas Risk-Based Capital. Ça ne dit toujours pas ni ce que c'est que la value at risk, ni comment on calcule le SCR. On va y arriver. Comme ça. Là, je voulais vous dire d'abord, 1, on a la même structure que BAL pour éviter les arbitrages réglementaires, et 2, même si on a la même structure, on a apparemment la même structure que BAL en 3 piliers, mais en fait, le calcul des exigences de capitaux réglementaires est plus complexe dans Solvabilité 2 parce qu'il faut une modélisation des risques, alors que dans BAL, on n'a pas forcément une modélisation des risques parce qu'on a une approche standard qui repose simplement sur des ratios. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de value at risk? Vous avez peut-être déjà vu ce que c'était que la value at risk. Je vais passer 2 minutes là-dessus parce que même si c'est pas très compliqué de comprendre ce que c'est que la value at risk, il faut quand même comprendre pourquoi justement on a choisi la value at risk comme mesure du risque auquel la compagnie fait face. Et quelles sont les conséquences de choisir cette mesure de risque. Bon, alors la définition la plus simple de la value at risk, c'est de dire que la value at risk, c'est un quantile de la distribution des pertes. Et donc, en particulier, puisqu'on nous dit qu'on veut une value at risk 99,5% à 1 an, la value at risk 99,5% à 1 an du modèle de la formule standard, c'est en fait le quantile 99,5% de la distribution des pertes. Donc quand on dit c'est le quantile 99,5% de la distribution des pertes, ça veut dire c'est le niveau de perte qu'on a 99,5% des chances de ne pas dépasser. Ou bien c'est le quantile, c'est le niveau de perte qu'on a 0,5% de chance de dépasser à l'horizon d'un an. Comment est-ce qu'on calcule ce truc? Rappel, la formule standard nous demande d'évaluer, c'est-à-dire de décrire par une variable aléatoire la distribution des pertes dans chacun des modules. Donc au bout du compte, on a une variable aléatoire qui résume la distribution des pertes de toute la compagnie. Et le niveau de capital qu'il faut, c'est le quantile 99,5% de cette distribution des pertes à 1 an. Et vous comprenez bien que ce n'est pas un calcul qu'on fait en 2 secondes sur un coin d'enveloppe ou sur une aire de restaurant. Ça veut dire qu'il y a des actuaires qui vont travailler pour avoir une modélisation de chacun des risques, pour avoir une modélisation complète en fait, de l'espérance du bilan et du compte d'exploitation de la compagnie à 1 an. Bon, alors, est-ce qu'on peut donner d'autres définitions? Oui, parce que de la même façon que quand on dit quantile alpha de la distribution des pertes, je vous rappelle que la distribution des pertes, par exemple, si elle est complètement positive, ça signifie que une perte de 5, ça signifie que le résultat d'exploitation, ça va être moins 5. Et une perte de moins 10, ça veut dire que le résultat d'exploitation va être bénéficiaire de 10. C'est dans ce sens-là qu'on dit le quantile 99,5 de la distribution des pertes. Mais il y a des pertes négatives, c'est ce qu'on appelle des bénéfices. Bon, une autre manière de dire les choses, c'est on prend l'opposé de la plus grande perte, au seuil de confiance alpha, mais si la perte, cette fois-ci, on considère que les pertes, c'est des moins et les gains, c'est des plus. Ou alors, on peut dire que c'est la value at risk, c'est le quantile 1 moins alpha de la distribution des gains. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le moins le quantile 1 moins alpha de la distribution des gains. Si, pardon, oui, c'est moins le quantile 1 moins alpha de la distribution des gains, excusez-moi, parce que quoi? Parce que si on prend le quantile de la distribution des gains, cette fois-ci, la distribution des gains, c'est l'opposé, les gains, c'est moins les pertes, d'accord? Quand vous gagnez 5, de fait, vous perdez moins 5. Et quand votre gain, c'est moins 5, votre perte, c'est 5. Donc, de fait, la distribution des gains, un gain, c'est moins la perte correspondante, et réciproquement.
En revanche, en termes de quantile, si vous prenez le quantile 99% de la distribution des pertes, concrètement, ça veut dire la perte que vous avez 99% des chances de ne pas dépasser. Donc la perte que vous avez 1% des chances de dépasser, c'est le quantile 1% de la distribution des gains. C'est-à-dire que c'est le plus mauvais quantile que vous avez 99% de chance, vous avez tel que vous avez 99% de chance de faire mieux. Donc, si vous le considérez comme une perte, vous avez 99% de chance que ce soit pas pire. Si vous le prenez comme un gain, vous avez 99% de chance que ce soit mieux. D'accord ? Bon, donc, je ne sais pas si la définition 2 est nécessaire, mais les définitions 1 et 3, elles ont le mérite de montrer que, à la fois, la distribution des gains, c'est signe opposé de la distribution des pertes, et c'est ordre contraire. Bon, donc si maintenant je fais des petits dessins pour essayer d'illustrer les choses, et que je prends la distribution des pertes, d'accord ? Quand je dis je prends la distribution des pertes, bon, alors vous avez à gauche la fonction de répartition et à droite la densité des pertes. Puisque ce sont des pertes, ça signifie, je vous rappelle, que en fait, quand on est à gauche, la perte est plus faible, donc on a des gains, et quand on est à droite, la perte est plus forte. Et donc quand on dit par exemple le quantile X% de la distribution des pertes, ça veut dire qu'on n'a que X%, pardon, on a 1 moins X% de chance d'avoir une perte plus forte, et donc on a X% de chance d'avoir une perte pas plus forte. Et donc, le quantile X% de la distribution des pertes, c'est le quantile 1 moins X% de la distribution des gains. Et cette fois-ci, si on regarde les gains, bon, il va de soi que les gains, quand on va vers la droite, c'est des gains positifs et donc c'est mieux. Quand on va vers la gauche, c'est des gains négatifs et donc vraisemblablement, c'est des pertes. Donc, quand on dit le quantile 99,5% de la distribution des pertes, ça va manifestement être une perte. Parce que ce qu'on considère, donc, la distribution de probabilité que l'on considère, c'est finalement la distribution de probabilité des gains ou des pertes que l'entreprise d'assurance réalise à l'horizon d'un an. Et si on prend la distribution de probabilité de tous les gains et toutes les pertes possibles, hein, c'est pas d'un côté on aurait une distribution de probabilité des gains et de l'autre côté on aurait une distribution de probabilité des pertes, et on aurait un tirage conditionnel qui nous dirait d'abord soit si on fait des gains, soit si on fait des pertes, et puis ensuite combien les gains et combien la perte. Non, il y a une distribution de probabilité complète qui décrit tous les gains et toutes les pertes possibles. Soit vous l'exprimez comme une distribution de probabilité des gains dont certains vont être négatifs, et ça c'est ce qu'on appelle couramment les pertes. D'accord ? Mais soit c'est vous représentez la distribution de probabilité des pertes, et les pertes qui sont négatives, ça correspond à des gains. D'accord ? En fait, vous avez une distribution de probabilité qui décrit tous les résultats possibles, j'y arrive, tous les résultats possibles de l'activité au terme d'un an. Et je ne distingue pas entre les gains et les pertes en disant les résultats positifs, ça s'appelle les gains, les résultats négatifs, ça s'appelle les pertes. Je distingue simplement en disant si votre distribution de probabilité des résultats, vous l'orientez dans ce sens-là, c'est-à-dire en donnant un signe positif aux gains, en fait c'est la distribution de probabilité des gains. Si vous l'orientez dans le sens précédent, c'est-à-dire en donnant un sens positif aux pertes, c'est la distribution de probabilité des pertes. Mais dans les deux cas, c'est la distribution de probabilité des résultats. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû mettre ici. J'aurais dû mettre comme définition 2 la distribution de probabilité des résultats, comme ça aurait permis de comprendre que les résultats, on peut les appeler gains, on peut les appeler pertes, c'est juste une convention. J'aurais dû dire opposer la plus grande perte dans la distribution des résultats. Et indiqué ici, dans tous les cas, on considère la distribution des résultats. On les appelle des pertes ou des gains, d'accord ? On va en passer cette affaire de savoir si on appelle les résultats des gains ou des pertes. Bon, la
la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi cette mesure de risque plutôt que la variance, par exemple. Variance dont on a parlé au début du cours, et puis dont on sait que Markowitz fait grand usage. Parce que si on considère, par exemple, des variables aléatoires normales, il y a une bijection, enfin, il n'y a pas tout à fait une bijection entre la variance, enfin, on va dire pour un niveau d'espérance donné, il y a une bijection entre la variance et la value at risque. Et donc, question, pourquoi est-ce qu'on ne considère pas la variance plutôt que de s'enquiquiner avec cette histoire de value at risque qui paraît quand même difficile. Enfin, les quantiles, c'est jamais très simple. En plus, vous savez que tant qu'on a une fonction de répartition, comme ça, pour une variable continue, c'est facile de trouver la fonction quantile, parce que la fonction quantile, c'est la réciproque de la fonction de répartition. Mais dès qu'on n'a plus de fonction de répartition, enfin, quand on n'arrive pas à calculer la fonction de répartition, ou quand on a des probas discrètes, bah, c'est plus compliqué. Parce que si vous avez des probas discrètes, vous ne pouvez pas dire que la fonction quantile, c'est la réciproque de la fonction de répartition, parce que la fonction de répartition, elle est injective, et donc votre fonction quantile serait surjective, et ça ne marcherait pas. Donc, question, pourquoi est-ce qu'on... Enfin, il y a le problème de... Enfin, justement, alors que la fonction quantile, elle pose tellement de problèmes, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Déjà, on va peut-être essayer de faire un calcul pour s'assurer qu'on a compris le truc, et puis ensuite on prendra un exemple pour montrer justement pourquoi la variance n'est pas forcément satisfaisante comme mesure de risque. Bon alors, exemple, on imagine que le rendement d'un actif, c'est en fait une variable qui est normalement distribuée, deux paramètres, 12% c'est le rendement moyen de l'actif, et 16% c'est la valeur de l'actif. On cherche la var du rendement, ou la var du rendement de l'actif, à 95%, et qu'est-ce qu'on trouve? Ben, c'est pas compliqué, puisque comme l'actif est normal, en fait, on normalise en fait, le rendement en retirant l'espérance et en divisant par l'écart type, et comme ça, l'actif centré réduit, ben, évidemment, il suit une loi normale centrée réduite. Et donc, on a juste à se souvenir que puisque la variance est 16%, ça veut dire que l'écart type, qui est la racine carrée de la variance, ça doit être 40%. D'accord? Et donc, la probabilité que x soit... Comme on va calculer la value at risque à 95%, qui est donc, je vous rappelle, le quantile 95% de la distribution des pertes. Bah, par définition du quantile 95% de la distribution des pertes, ça veut dire qu'il y a 95% de chance que x soit inférieur à sa value at risque. Bon, et donc, une fois qu'on normalise cette expression, on se retrouve avec, non pas à chercher la valeur telle qu'il y a 95% de chance que x soit inférieur, mais à chercher la valeur de z, d'accord, telle qu'il y a 95% de chance que z soit inférieur à cette valeur moins 12% divisé par 40%. Bon, évidemment, le quantile, pardon, c'est pas le quantile. Vous vous souvenez, ce qu'on avait dit, c'était que... Ah, c'est là que je dis qu'il doit y avoir une erreur dans le truc. Là, ce que j'avais indiqué, c'était que la valeur de risque à 95%, c'était le quantile à moins alpha. Et donc, c'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur de risque alpha, c'est le quantile 1 moins alpha de la distribution des pertes, et c'est le quantile alpha de la distribution des gains. C'est ça qui n'allait pas. Et c'est ça qui fait que les transparents n'étaient pas cohérents. Bon, donc si on se remet de cette mise en cohérence entre les deux transparents, on cherche donc la valeur telle que on a 5% de chance d'avoir une perte supérieure, ou si vous préférez, 5% de chance d'avoir un gain plus faible. Puisque je vous rappelle qu'une perte, c'est moins un gain. Bon, on va quand même y arriver. On va quand même y arriver. Pourquoi? Parce que le quantile 5%,
d'une normale centrée réduite, c'est moins 1,645, puisque ce qu'on a dans la table de loi normale centrée réduite, c'est le quantile 95% qui est 1,645, et le quantile de 5%, c'est moins le quantile de 95%. Donc en fait, la value at risk, c'est quoi? C'est l'espérance moins 1,645 fois l'écart type. Et donc dans le cas présent, c'est 77,8. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que si on a un actif dont le rendement moyen est de 12%, dont l'écart type du rendement est de 40%, ben en fait, on a 5% de chance de perdre plus de 77,8% de la mise. Pourquoi 77,8% de la mise? Parce que c'est espérance moins 1,645 fois écart type. Bon, et donc, ce qui me paraît d'ailleurs bizarre, bon, c'est à vérifier. Dans celui-ci, alors, ça, du moins quand on ne fait pas d'erreur de calcul, mais j'ai assez perdu de temps à retravailler les transparents, il faudra qu'on vérifie ça. Je ne suis pas sûr de ce calcul-là, en fait. Moins 145 fois 40, ça va faire plutôt un 64, donc 12 moins 64, ça fait plutôt 52%. C'est donc à vérifier pour la prochaine fois. L'exemple 2, ça montre pourquoi c'est pénible quand on a des variables aléatoires qui sont discrètes, d'accord? On a une famille de variables aléatoires indépendantes, identiquement distribuées, qui peuvent prendre des valeurs qui sont moins 50, 0, 50 ou 100 de manière équiprobable. Donc on a une chance sur 4 d'avoir moins 50, une chance sur 4 d'avoir 0, une chance sur 4 d'avoir 50, une chance sur 4 d'avoir 100. Donc en fait, la seule perte possible dans cette distribution, c'est moins 50. Les autres résultats du tirage, 0, 50 ou 100, c'est des gains. Alors, il y a un gain nul, mais c'est des gains, c'est positif. Donc si on cherche la value at risk ou le seuil de confiance alpha, qu'est-ce qui se passe? En fait, pratiquement quel que soit le seuil de confiance, la value at risk, ça va être la perte de moins 50. Et comme la value at risk, il faut qu'elle soit positive, on va dire que la value at risk, ça va être 50. Donc ça, c'est pas très compliqué. Mais ensuite, ce qu'on nous demande, c'est la value at risk d'une somme de 3 variables aléatoires. Et donc il faut évidemment déterminer la distribution d'une somme de 3 variables aléatoires. Et on se demande comment approcher la value at risk d'une somme de 50 de ces variables aléatoires, où là, on va utiliser le théorème central limite pour retomber sur du continu. Bon, alors, si donc x peut prendre ces 4 valeurs, on a dit de manière équiprobable, et la question, en gros, c'est quel est le quantile 5% de la distribution des pertes? Donc, quel est le niveau de perte tel que on a 95% de chance de la perdre de tous? Ce niveau de chance, ce niveau de perte tel que on a 95% de chance de la perdre de plus, c'est en fait moins 50. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'on n'est pas sûr à 100% de ne rien perdre. On a certes une chance 25% de perdre 50, mais et donc de fait, on n'est jamais certain, même à 95%, de ne pas perdre. Mais la perte telle que la seule perte qui soit compatible avec un niveau de confiance immédiatement inférieur à 100%, c'est de fait la perte de 50. Et donc la value at risk de cette distribution, c'est 50. Et d'ailleurs, c'est la value at risk à 99, à 98, à 95, à 90, à 85, à 75%. En revanche, la value at risk à 74%, ça va être 0. Si maintenant on s'intéresse à... Alors, vous voyez que c'est un peu pénible dès qu'on veut faire la value at risk avec des variables discrètes, parce qu'on est obligé de réfléchir beaucoup plus que quand on doit se contenter d'inverser de chercher la fonction réciproque de la fonction de répartition. Donc, si maintenant on veut faire la loi, si maintenant on cherche la value at risk pour la somme de 3 variables aléatoires, on doit trouver la loi des 3 variables aléatoires, et donc dans le cas où on additionne 3 variables indépendantes avec la distribution qu'on vient de donner, alors on voit que le plus mauvais résultat c'est moins 150 si les 3 variables sont égales chacune à moins 50. Ce cas, sa probabilité c'est un quart fois un quart fois un quart, c'est-à-dire en fait un 64e. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'un 64e en gros c'est 1,6%. Et 1,6% c'est plus que 1%. Donc ça va nous permettre de calculer la valeur de la value à risque à 99%. Mais c'est moins
de 5%, donc ça nous permet de calculer la value at risk à 5%, à 95%. Question, est-ce que le cas suivant, c'est le cas où on perd 100, c'est-à-dire qu'en fait, on a deux variables aléatoires qui nous font perdre 50, et la troisième nous fait perdre que 0. Donc la probabilité de ce cas, c'est quoi? C'est en fait la proba de 0 fois la proba de moins 50 fois la proba de moins 50 fois 3. Et en gros, on peut perdre 0 avec la première variable et 50 sur les deux suivantes. On peut perdre 0 avec la deuxième variable et 50 sur la première et sur la dernière. On peut perdre 0 avec la dernière. Et là, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on voit que la probabilité de perdre 150 ou 100, la probabilité de perdre 100 ou plus, c'est 3 sur 64 plus 1 sur 64, donc c'est 4 sur 64. 4 sur 64, c'est un 16e, et un 16e, bah, c'est plus que 5%. Et donc, de fait, puisque c'est plus que 5%, on peut dire qu'on n'a pas plus de 1 moins 5%, on n'a pas plus de 94 et des poussières % de perdre 100 ou plus. Donc, de fait, si on cherche à quel niveau de confiance on peut perdre moins de 100, et bien le niveau de confiance auquel on peut perdre moins de 100, il est supérieur à 95%. Puisque on n'a que 1/64e de perdre strictement plus que 100. Et donc, on a plus de 1 moins 1/64e de confiance de perdre 100 moins. Mais pour autant, et en revanche, le fait de perdre strictement moins de 100, eh ben c'est 100 moins 4/64e, donc c'est moins de 95%. Donc on peut dire que, en fait, à un niveau de confiance de 95%, on ne perd pas plus que 100, et donc la value at risk à un niveau de confiance de 95%, c'est 100. Bon, donc vous voyez que, en fait, dès que c'est discret, le calcul de value at risk, c'est insupportable. Bon, or, même si on peut faire comme si le résultat de l'exploitation d'une compagnie c'était une variable continue, il y a quand même des essais de déclenchement des contrats qui font que il y a quand même des éléments discrets dans le compte d'exploitation de la compagnie. En particulier, si elle a souscrit par exemple des parts de 4 bonds, il y a des éléments discrets, y compris dans le bilan. Bon alors, si maintenant on traite la dernière question, on va se dire, cette fois-ci, comme on additionne 50 variables aléatoires indépendantes, on va pouvoir utiliser le théorème central limite, et donc on va se trouver dans le cas où on fait comme si on avait du continu. Bon, et donc de fait, le cas où on fait comme si on avait du continu, c'est facile, parce que c'est toujours le calcul normal que vous connaissez. Bon, la question c'est donc, pourquoi est-ce que, alors qu'il y a une difficulté manifeste à utiliser ce machin-là à la place d'utiliser la variance, pourquoi est-ce qu'on utilise quand même ce machin-là au lieu d'utiliser la variance? Bon, je pourrais vous répondre comme Borch avec le contre-exemple de Borch, mais en fait le contre-exemple de Borch il n'est pas très parlant parce que c'est un contre-exemple et donc c'est un truc qui est tiré par les cheveux et dont on ne voit pas bien ce qu'il signifie. Moi, ce que je voudrais vous montrer en fait, c'est le cas où en fait, le cas où quoi? Le cas où on a une variable aléatoire y qui est en fait l'exponentielle d'une variable x étant une variable normale centrée réduite. Donc, alors en fait, cette variable s'appelle une variable log normale. Pourquoi? Parce que c'est bizarre parce qu'en fait, donc cette variable c'est l'exponentielle d'une variable normale centrée réduite, et pourtant on dit que c'est une variable log normale. Alors que, en fait, c'est la loi normale qui est le log de y. D'accord? Donc on devrait l'appeler une variable exp normale, mais comme exp normale c'est imprononçable, on appelle ça une log normale. Bon, quelle tête ça a une distribution log normale? C'est une tête un peu comme ça. Pourquoi c'est une tête un peu comme ça? C'est fatalement positif, puisque comme c'est une exponentielle c'est positif. Et puis, comme vous faites l'exponentielle d'une normale centrée réduite, concrètement, la normale centrée réduite, alors ce qui m'étonne un peu, oui, concrètement, la normale centrée réduite, ce que vous savez, c'est qu'elle est d'espérance 0 et de variance 1, mais surtout, elle est distribuée sur moins l'infini plus l'infini. Et donc, techniquement,
si vous faites l'espérance, l'exponentielle de cette quantité qui est comprise entre moins l'infini et plus l'infini, bah, vous devez obtenir des valeurs sur R+, mais avec potentiellement des valeurs en dessous de E, d'accord, c'est-à-dire de exponentielle 1, puisque dès lors que vous faites l'exponentielle d'une quantité négative, bah, vous obtenez des résultats qui sont inférieurs à 1. Et de fait, c'est ce qu'on obtient ici, puisque ici vous voyez qu'on a l'impression que l'essentiel de la base de probabilité exponentielle, ça fait 2,72. C'est par là. Donc on a l'impression que pratiquement toute la base de probabilité est là, et qu'il n'y a pratiquement rien dessus. Alors attention, puisqu'on fait l'exponentielle d'une variable normale sans réduite, ça veut dire qu'il va y avoir la même quantité de proba de part et d'autre de E, puisqu'en fait, exponentielle x, si x est négatif, il y a 50% de chance que votre normale sans réduite soit négatif, ou si x est négatif, exponentielle de x, ça va être inférieur à E, si x est strictement positif, exponentielle de... Non, pardon, c'est si x est inférieur à 1 que votre exponentielle est... pardon, si x est inférieur à 1, votre exponentielle est inférieure à 1. Je vais dire plutôt, c'est si, quand l'exponentielle, quand x est inférieur à 0, ça vous donne E de x inférieur à 0, donc ça vous donne quelque chose qui est inférieur à 1 sur E, donc 1 sur E, c'est 0,8. Et donc, de fait, pardon, c'est pas 0,8, c'est 5. Donc ça, c'est le mode. Donc ça, c'est... bien, je raconterai absolument n'importe quoi ce matin. Puisque si x est égal à 0, exponentielle 0, ça vaut évidemment 1. Et donc, de fait, je suis en train d'y arriver. Si vous voulez, en gros, vous allez avoir la notion de la proba ici. Puisque, pourquoi vous avez la notion de la proba ici? Puisque vous avez une chance sur 2 que x soit négatif, puisque x est distribué sur une normale 0,1, donc c'est symétrique. Et donc, si x est inférieur à 0, eh bien, l'exponentielle de x, c'est inférieur à 0, donc c'est inférieur à 1. Bon, et puis, là, vous avez 50% de la base de proba, et au-dessus de 1, vous avez 50% de la base de proba aussi. J'y arrive, excusez-moi. Mais donc, pourquoi est-ce que je vais utiliser ce truc-là? Simplement pour illustrer le fait que la variance n'est pas forcément un bon indicateur de risque. Et pourquoi ça illustre le fait que la variance n'est pas toujours un bon indicateur de risque, ce type de distribution de probabilité? Parce que vous voyez que l'intérêt de la distribution log normale, c'est qu'en fait, elle est bornée d'un côté et elle n'est pas de l'autre. Donc typiquement, celle-ci, donc ça c'est une log normale, tout ce qui est plus classique, c'est-à-dire on prend en fait une variable aléatoire normale centrée réduite et on en prend l'exponentielle. Et donc on voit en fait que le résultat minimum c'est 0, que le résultat maximum, il n'y a pas de borne. Il n'y a pas de borne pourquoi? Puisque vous prenez l'exponentielle d'un truc qui n'est déjà pas borné. Et donc pourquoi c'est intéressant? Parce que justement du point de vue de la mesure du risque, vous avez un résultat qui est à la fois toujours positif, donc vous n'avez pas de perte à proprement parler, et vous avez un résultat qui est potentiellement infini. Donc est-ce que ça représente quelque chose où il y a du risque? Si vous voulez, si on vous offre de bénéficier d'un tirage aléatoire comme celui-là, vous ne risquez pas de perdre. Donc de fait, vous ne risquez rien. Si on vous fait payer le tirage aléatoire, vous risquez d'avoir un gain inférieur à ce que vous avez payé pour acheter le tirage aléatoire, et donc de cette manière-là, vous pouvez réaliser une perte. Mais si l'entrée dans le contrat est libre, il n'y a pas de perte possible, donc il n'y a pas de risque. Quels sont les paramètres de distribution si on veut une représentation espérance-variance? L'espérance de cette variable, c'est l'exponentielle de 0,5, c'est 1,65. Pourquoi? Je ne vous dis pas parce qu'on ne fait pas le calcul, mais si ça vous amuse d'intégrer ce truc-là, il ne faut pas vous gêner. On admet donc que l'espérance de cette variable, c'est 1,65, et que sa variance, c'est 4,67. D'accord? Et la densité, on ne dit pas l'expression analytique, on se contente de la représenter. Pourquoi on se contente de la représenter? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de construire une autre variable aléatoire à log normal, qui est la même espérance, la même variance, et donc pourtant on puisse dire de manière non ambiguë qu'elle comporte un risque. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la symétrique de la précédente.
Par rapport à quoi? C'est la symétrie de la précédente par rapport à la précédente. Alors, pourquoi ça? Parce que autant celle dont on vient de parler, la perte est bornée, le gain n'est pas borné. Donc, c'est des manières de dire. Vous voyez typiquement une valeur aléatoire qui a une variance positive, et pourtant, il n'y a pas quelque chose qui ressemble à la notion de risque, puisqu'on peut rien faire. Si vous la retournez, ou si vous prenez une symétrie par rapport à cette espérance, qui est donc, on l'a dit, à 65, à peu près. On va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec une variable où le gain est borné, puisque c'est 3,30, et où la perte n'est pas bornée. Donc, potentiellement, vous pouvez perdre moins d'infini. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette variable, elle a la même espérance et la même variance que la précédente. Et donc, si votre variance, si vous considérez que la variance est un indicateur de risque, vous avez quand même le problème que. Alors après, vous pouvez dire non, mais je suis subtil, je ne considère pas que c'est la variance qui est un indicateur de risque, je considère qu'à espérance égale, c'est la variance qui est un indicateur de risque. C'est le même problème ici. Vous considérez qu'il y a une variable aléatoire, il y a deux variables aléatoires qui ont la même variance et la même espérance. Il y en a une qui vous offre que des gains, et d'ailleurs potentiellement infinis. Il y en a une autre qui vous offre une probabilité pas nulle de faire une perte, et potentiellement des pertes infinies. Bon, une probabilité infinitésimale, certes, mais quand même potentiellement des pertes infinies. Bon, donc c'est d'autant plus ennuyeux que, en fait, si vous retenez une mesure de risque égale à la variance, en fait, vous allez vous tromper sur ce qu'est le risque. C'est d'autant plus ennuyeux bis que c'est une simple transformation d'une variable normale. Or, justement, on sait que dans le cas d'une variable normale, la variance suffit à mesurer la dispersion, et de manière absolument univoque, alors que là, on fait juste une transformation exponentielle de la variable normale, et on se retrouve dans le cas où la variance ne mesure absolument plus, de manière pertinente, la dispersion. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant si on regarde les values à risque? Là, encore une fois, je vais omettre le calcul. Je cherche juste la value at risque à 95% de chacune des deux variables aléatoires. La première, celle-ci, la value at risque à 95%, c'est 0. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir de perte. Donc, puisque vous ne pouvez pas avoir de perte, la plus grande perte à n'importe quel niveau de confiance, ça va être 0. Au moins, pour une fois, ça va la peine casser les pieds du point de vue de la value at risque. La seconde, qu'est-ce qui se passe? En fait, la seconde, je cherche donc le quantile 5% de distribution des pertes, et le quantile 5% de distribution des pertes, il se trouve que, alors je fais quoi? Je fais la fonction de la partition de la fonction, j'inverse la fonction de la partition de la fonction de la partition, et je trouve que c'est, en fait, je trouve qu'on a 5% de chance d'avoir une perte supérieure à moins 3,2. Donc on a 95% de chance d'avoir un rendement supérieur à moins 3,2, mais on a 5% de chance d'avoir un rendement inférieur à moins 3,2. Donc là, c'est comme c'est une distribution continue. Il suffit effectivement d'inverser la fonction de la partition. Et donc, puisque moins 3,2 c'est le quantile 5% de la distribution des pertes, je considère que c'est la perte que j'ai 5% de chance de dépasser, et donc la perte que j'ai 95% de chance de ne pas dépasser, et donc la value at risque à 95%. Et donc, sur cet exemple, on voit quand même que la value at risque nous donne une idée plus correcte de ce que c'est que le risque que la variance. Pourquoi? Parce que la variance nous donne la même mesure de risque pour les deux variables. Oui, pardon. Excusez-moi, en fait, quand on a calculé l'espérance de Y, on n'est pas pourquoi on trouvait exponentielle dans le je calcule omis. D'accord? C'est-à-dire que le but ici, c'est pas de faire des calculs, c'est pas de faire des calculs qui correspondent à ce qu'on a, c'est simplement de discuter sur la façon dont ce que valent les mesures de risque au vu des densités. Donc, si ça ne vous dérange pas qu'on ne se focalise pas sur l'aspect calculatoire, mais uniquement sur l'aspect comment est-ce que les mesures de risque nous renseignent sur le risque, sachant que finalement, le risque, on ne l'apprécie jamais aussi bien qu'en regardant ces deux distributions de probabilité, où on voit bien que dans un cas, on n'a aucune chance d'avoir dans le cas de la variable Y, on ne peut pas avoir un résultat négatif. Donc on ne peut rien perdre. Alors que dans le cas de la variable Y', on peut avoir un résultat négatif. Bon, si jamais vous n'avez pas d'idée précise de ce que, en gros, quel est le pourcentage de probabilité qui est là-dedans, ou en gros, quelle est la probabilité d'avoir des mauvais résultats, au moins la calculatrice vous dit, finalement, vous avez 5% de chance d'avoir un résultat plus mauvais que 3,2, que moins 3,2.
donc je ne fais pas de calcul, j'ai simplement inversé la fonction de répartition que j'ai dû trouver dans Excel, je crois, ou dans MATLAB, je ne sais plus, mais enfin bon. L'important, c'est simplement de montrer que dans le cas de la variance, on n'est pas du tout renseigné sur la probabilité d'avoir un résultat négatif, donc effectivement une perte, alors que dans le cas de l'évaluation de risque, on est renseigné sur la probabilité de dépasser un certain montant de perte. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si on en revient au cas de superviseur d'assurance, dont l'obsession c'est de s'assurer que les assurés pourront, parce que ça fait beaucoup d'assurés, le superviseur des assurances veut s'assurer que les assurés de la compagnie d'assurance, donc le contrôleur, ce qu'il veut, c'est que les assurés se font payer leur contrat, ils sont indemnisés. Donc il veut quoi? Il veut simplement qu'il y ait suffisamment de fric pour payer dans 95, 99, 99,9, 99,9999 des cas. Donc ce qu'il veut, c'est que, en fait, tout simplement, ce qu'il y a comme pognon dans la caisse, ce soit la value at risque à 99,5% des pertes, enfin du résultat de l'activité de la compagnie. Et c'est pour ça qu'on a mis comme niveau de capitaux réglementaires une value at risque. Ça veut simplement dire que dans 99,5% des cas, on va pouvoir indemniser les assurés. C'est ça que ça veut dire concrètement la value at risque. Donc vous comprenez pourquoi c'est ça qu'on prend comme mesure de risque. Alors que la variance, ça ne dit absolument pas si on a moyen de payer ou pas les indemnisations qu'on s'est engagé à payer. Donc je vous rappelle que on a dans l'idée de solvabilité 2, c'est qu'on va avoir des capitaux réglementaires qui sont évidemment passifs, et ces capitaux réglementaires, donc, ils doivent représenter une value at risque à 99,5% dans le cas du capital requirement et 85% dans le cas du niveau capital requirement. Donc concrètement, SCR, ça veut dire que les compagnies d'assurance doivent avoir des fonds propres qui leur permettent, dans 99,5% des cas, d'honorer leurs engagements d'assurance. 99% des cas, 99,5% des cas commencent pas sur un horizontalement. Ça veut dire qu'en gros, 99,5% fois 2 fois, enfin, dans 99,5% des années, donc dans 199 années sur 200, elles doivent être capables de payer les indemnités qu'elles sont engagées à payer à leurs assurés. Bon, alors, ça paraît pas. Dans quelle mesure est-ce que ça se compare comment dire, à ce qu'on demande des banques? En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de la manière dont on fixe les capitaux réglementaires dans les banques. Je vous avais parlé de la version basique de BAL 2 ou BAL 3. Dans la version basique de BAL 2 ou BAL 3, on a tout simplement des coefficients. On applique des coefficients soit au niveau d'activité pour ce qui est du risque opérationnel, soit à des catégories d'actifs quand on calcule le risque d'actifs, donc le risque de marché, par exemple des banques. Mais on peut aussi aller un peu plus en avant dans une approche un peu moins basique qui consiste à prendre la value at risque de certains actifs ou de certaines activités. Et puis on peut aller encore plus loin dans une activité, c'est-à-dire qu'on peut construire des modèles internes du risque propre de la banque, les faire agréer par le contrôleur, et dans ce cas-là, on aura quoi? On aura qu'on exigera de la banque qu'elle provisionne un montant de capitaux réglementaires qui est égal, dans son cas aussi, à la value at risque. Par exemple, dans le cas de la banque, en fait, pour le trading book, on exige des capitaux réglementaires qui sont une value at risque à 99% à 10 jours. Et pour le banking book, une value at risque à 99,9% à 1 an. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'exigence qui est imposée aux compagnies d'assurance, elle est intermédiaire entre ces deux exigences. D'ailleurs, ce qu'on voit quand même, c'est que dans le cas des banques, il y a un arbitrage évident entre le banking book et le trading book. Banking book, ça veut dire quoi concrètement? Banking book, c'est ce qu'on garde, c'est les actifs qu'on va garder, c'est essentiellement les crédits clientèles. Les trading book, c'est les actifs qui sont destinés à être vendus. Et ce qu'on voit, c'est que l'exigence de value at risk, l'exigence de capitaux réglementaires dans le cas de la banque, était beaucoup plus faible pour le trading book que pour le banking book. Donc là, vous avez la raison de la crise des subprimes. C'est-à-dire que vous accordez un crédit à un client,
il faut que vous ayez des capitaux réglementaires qui soient de la valeur risque à 99,9% à 1 an du crédit que vous avez accordé. Bon, si dès lors que le client a une probabilité de dépôt supérieure à 0,9%, la valeur risque va être positive, et on va avoir des capitaux réglementaires en fait. Si vous n'avez pas donné l'intérêt du prêt, c'est beaucoup plus que ça, puisque c'est des coefficients qui sont à 52% du niveau du prêt fois 8%, qui est le minimum, qui est le montant de capital de base. Bon, si en revanche, vous utilisez les prêts que vous avez accordés à la clientèle, vous les mettez dans des fonds, vous faites rehausser le crédit des fonds, vous utilisez et vous rachetez des titres, que vous mettez dans votre trading book, alors vous avez plus besoin d'avoir que de la valeur risque à 99% à 10 jours, ce qui est beaucoup moins que la valeur risque à 99% à 1 an. Donc, de fait, entre les différents postes de bilan bancaire, il y a des relations d'arbitrage. Mais l'insurance book, si on peut appeler ça comme ça, l'exigence qu'il y a vis-à-vis des compagnies d'assurance, elle est quand même intermédiaire entre l'exigence qu'il y a vis-à-vis des banques, enfin qu'il y a vis-à-vis des banques pour leur banking book et pour leur trading book. Donc, la question c'est, est-ce qu'en dépit du fait qu'on a voulu construire sur solvabilité 2 à l'image de BAL2 et BAL3, en disant on va prendre 3 piliers, un pilier d'exigence quantitative, et après on va avoir un pilier gouvernance et un pilier discipline de marché, est-ce qu'en dépit de l'homologie dans la structure de la réglementation, il n'y aurait pas quand même un biais d'optimisation? Quand on y pense un peu plus, on voit quand même qu'on ne peut pas faire passer les trucs du banking book vers l'insurance book. Vous ne pouvez pas transformer un crédit clientèle en un contrat d'assurance. En revanche, il y a quand même, vous savez, tous ces crédits-là, ils sont assurés. Et le sujet, c'est que si vous faites possible, c'est qu'en fait, si le risque du crédit est porté par l'assureur, dans des conditions, on voit bien quand même qu'il y a un avantage à passer là par 99,9% et par 99,9%, c'est un peu moins. Mais il y a aussi, surtout, que on se demande pourquoi l'assureur va passer une partie de ses actifs dans le trading book. Pourquoi est-ce qu'il ne garderait pas uniquement les actifs les plus sûrs et il ferait passer les actifs les plus pourris dans la banque, ou quelque chose comme ça? Bon. En fait, donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen pour les compagnies ou pour les conglomérats financiers effectivement d'optimiser en faisant circuler les actifs et les passifs entre les différentes entités d'un conglomérat? D'autant plus que ce qu'on voit, c'est quand même que la directive sur les compagnies d'assurance, c'est la directive qui réglemente les compagnies d'assurance, la directive solvabilité 2 relative à 2009. La directive qui met en œuvre BAL 3, c'est le capital d'Equity directive 4, mais en fait c'est essentiellement un règlement CRR qui date de 2013. Comme il y a eu un nouveau paquet BAL 4 qui est passé en décembre dernier, il y a un règlement de collaboration qui n'est pas encore passé, mais qui va passer en 2019. Mais par comparaison, la directive sur les conglomérats financiers, elle date seulement de 2002. Elle est antérieure. Donc question, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc toxique là-dedans? D'autant plus que le paquet BAL 3, il a été complété par le mécanisme de supervision unique qui fait quand même qu'on a un seul superviseur pour toutes les banques qui sont de grande taille, donc toutes les banques qui sont dans les conglomérats. Et alors est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un problème résiduel qui serait quand même que, puisque les banques, à la fois ils ont un règlement plus récent, elles ont la supervision unique par la Banque Centrale Européenne, et puis il y a une vieille directive sur les conglomérats financiers, est-ce que les banques n'ont pas intérêt à reloger dans la partie assurance des conglomérats financiers tous les actifs foireux, sachant que c'est les contrôleurs nationaux qui vont contrôler ça, parce que, contrairement à la banque où il y a un mécanisme de supervision unique, il n'y a pas de mécanisme de supervision unique pour l'assurance. Donc on voit qu'en dépit, on a beau avoir la même structure, se pose quand même la question de savoir si concrètement, il ne serait pas favorable de transférer des actifs ou des passifs de la banque vers l'assurance. Alors en fait, il y a deux auteurs, ces deux profs allemandes, qui ont fait un travail pour essayer de montrer, pour un même portefeuille d'actifs, combien de capitaux réglementaires il fallait sous solvabilité 2 et sous BAL 3, justement pour montrer quelle était la réalité, quel était le potentiel d'arbitrage réglementaire. Et donc qu'est-ce qu'elles font? Elles considèrent en fait, par exemple, un portefeuille d'obligations sous BAL, donc un portefeuille d'obligations essentiellement allemandes, et elles regardent combien il faut de capitaux réglementaires dans BAL 2, dans BAL 3, dans solvabilité 2. En se demandant,
ou est-ce que c'est le moins coûteux en capitaux réglementaires d'héberger votre portefeuille d'obligations souveraines? Et donc, alors, en fait, pour être plus précis, ce dont il est question, c'est on a un portefeuille type qui comprend des obligations souveraines, des obligations corporate et des actions. Et ce portefeuille type, on le panache avec une famille d'actifs. Donc là, par exemple, avec les obligations souveraines. Ce qui signifie que quand on est à 100, bah, le portefeuille pour lequel on calcule des capitaux réglementaires, c'est que des obligations souveraines. Quand on est à 0, c'est que le portefeuille type qui est obligations souveraines, obligations corporate et actions. Et quand on est à 50, ben, on est à 50% d'obligations souveraines et 50% portefeuille type. Alors, ce qu'on voit, c'est que quand vous avez un portefeuille qui est uniquement un portefeuille d'obligations souveraines, les exigences de capitaux réglementaires de BAL 3, donc c'est en BAL 2, parce qu'on est en BAL 2 sont faibles. Alors, c'est pas que des obligations allemandes, pardon, parce que c'était que des obligations allemandes, les exigences de BAL 2, pour le Banque européenne, c'est 0. Puisque la dette souveraine européenne, elle n'a pas de capitaux réglementaires. Donc, il doit y avoir des obligations souveraines, visiblement, probablement américaines. Alors, donc, si une banque, sous le format BAL 2, se retrouve à avoir uniquement des obligations souveraines, dont certaines sont européennes et d'autres sont reste du monde, ben, compte tenu de la structure où il n'y a pas que des obligations européennes dans le portefeuille, on voit que le niveau de capitaux réglementaires qui est exigible, c'est ça. Et ça, c'est, il faut quand même qu'on se donne une idée, on va dire que c'est l'ordre de 300. 300 millions d'unités monétaires. Bon, si en revanche, on n'a plus du tout d'obligations souveraines, mais le portefeuille qui est le portefeuille standard, dans lequel il y a quand même des obligations souveraines et corporelles, on est à peu près à 1000. Donc ça veut simplement dire que finalement les obligations souveraines, c'est ce qui commande le moins de capitaux réglementaires en BAL 2, ça on savait. Le niveau de capitaux réglementaires qu'on aurait dans BAL 2 avec juste les obligations souveraines, ce sera l'indice 300. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'en BAL 3, alors, il y a plusieurs façons de calculer les capitaux réglementaires en BAL 3, mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de vous montrer que par rapport à BAL 2, si on n'a que les obligations souveraines, on est quand même sur un niveau de capitaux réglementaires qui est plus élevé en BAL 3 que ce que c'était en BAL 2. Pourquoi? Parce qu'on a le coussin de principe. D'abord parce qu'on a 10 et 10% de fonds propres pour le 2%, vous savez qu'on a le coussin de principe et qu'on achat. Pour beaucoup du compte, on a un niveau de fonds propres minimum qui est plus élevé. Et d'ailleurs, que ce soit sur le portefeuille standard, on va dire un 800 au lieu d'un 10 000, on a 1,8 fois plus de capitaux propres, ou bien, quand on n'a que des obligations souveraines, on est pratiquement à 2 fois plus. Bon, est-ce qu'on peut comparer solvabilité? Ben oui, on peut comparer solvabilité, et donc sous solvabilité, on se retrouve avec un niveau de capitaux réglementaires qui est toujours supérieur à ce qu'on a dans BAL 3. D'accord? Quand on calcule le solvency capital requirement, qui est donc la valuatrice à 99,5% de notre portefeuille d'obligations. Pourquoi la valuatrice à 99,5% de notre portefeuille d'obligations? Parce que vous avez un générateur de scénario économique qui vous dit que les scénarios économiques dans lesquels vous avez une hausse des taux, si il y a une hausse des taux, la valeur relative de vos obligations va baisser, et si la valeur relative de vos obligations va baisser, c'est une perte, et si c'est une perte, il faut foutre des capitaux réglementaires en face. Et comme vous êtes, le capital réglementaire que vous devez avoir, c'est la valeur relative à 99,5% de votre portefeuille, il suffit qu'il y ait 0,5% de chance que les taux montent et vous fassent une perte pour que vous soyez obligé de mettre des capitaux réglementaires en face. Et dire qu'il suffit d'une probabilité de 0,5% que les taux montent, il y a quand même une probabilité de plus que 0,5% que les taux montent, donc il faut quand même beaucoup de capitaux réglementaires. Et en tout état de cause, il en faut beaucoup plus que dans BAL 3 et encore plus que dans BAL 2. Donc, même si on a dit en théorie qu'il y a peut-être un risque d'arbitrage réglementaire dans la façon dont FICOD organise la consolidation des groupes entre assurance et banque, puisque comme la banque, elle a un superviseur unique alors que l'assurance, c'est pas le cas, peut-être que. Ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, du point de vue des capitaux réglementaires, solvabilité 2 change beaucoup plus pour les obligations souveraines. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Je n'ai pas mis le reste, pardon. Je n'ai pas mis le reste, mais pour ceux qui veulent, soit je les renvoie à la référence
références là, de Daniel Alas et Caroline et Francisca Caroline, maintenant et Caroline Ziegel, soit je rajouterais ça, mais en fait l'idée c'est que quand on regarde les corporates et quand on regarde les actions, l'écart entre solvabilité 2 et BAL 3 est croissant. C'est-à-dire qu'en fait, dès que le risque augmente un tout petit peu, dès que le risque d'actif augmente un tout petit peu, les capitaux réglementaires nécessaires augmentent plus vite dans solvabilité 2 que dans BAL 3. Donc de fait, il y a plus de fonds propres réglementaires dans l'assurance que dans la banque, pour un niveau de risque d'actif égal. Et pour la formule standard. Là, je ne parle pas de modèle interne, parce qu'après, il est possible que les assureurs compensent avec des modèles internes plus sophistiqués. Mais en tout cas, pour la formule standard, plus de fonds propres réglementaires dans l'assurance que dans la banque. Ce qui fait d'ailleurs que les assureurs ont tendance à avoir avoir des actifs qui sont moins risqués dans leur bilan, puisque de toute façon, comme on l'a vu, par ailleurs, ils ont beaucoup moins de fonds propres. Quand on prend les bilans agrégés des assureurs, on a 2% des bilans qui sont en fonds propres, alors que chez les banquiers, on a presque 7%. Donc, alors que les normes prudentielles exigent pour un même niveau d'actifs des fonds propres bien supérieurs chez les assureurs à ce qui sont chez les banquiers, pour que les assureurs aient au final moins d'actifs dans leur bilan, il faut qu'ils possèdent des actifs beaucoup moins risqués. Les actifs les moins risqués, c'est les obligations souveraines, d'autant que les obligations souveraines des souverains OCDE, en principe, alors chez les banquiers, il n'y a pas de capitaux propres. Bon, chez les assureurs, il y en a forcément un tout petit peu, compte tenu du fait que quand vous êtes en formule standard, il y a quand même un petit risque dessus. Bon, ceci dit, aussi bien BAL que solvabilité poussent à acheter des obligations souveraines. Pourquoi? Parce que c'est les obligations souveraines qui commandent le moins de capitaux réglementaires. Alors, chez les banquiers, on va dire, oui, mais bon, c'est plus compliqué que ça parce que, en fait, dans la banque, il y a une relation entre le niveau de capitaux réglementaires, on va dire, et le taux emprunteur du banquier. Donc, il va y avoir une relation entre la marge d'intermédiation et la façon dont le banquier est provisionné. Chez un assureur, c'est quand même... Ça ne se passe pas exactement comme ça. L'assureur, il n'est pas emprunteur net. Et il est même en général très peu emprunteur, puisque le cycle inversé. Donc, de fait, il va avoir tendance à chercher à minimiser les fonds propres réglementaires, parce que ça ne l'intéresse pas nécessairement d'avoir des fonds propres. Ça n'a pas forcément un impact positif sur son taux emprunteur. Enfin, si ça en a un, de toute façon, son taux emprunteur, il s'en fout. Bon, donc de fait, le BAL d'une part, mais surtout solvabilité 2, pousse les entreprises à avoir des actifs qui sont non seulement moins risqués, mais surtout plus concentrés sur les obligations souveraines. La preuve, si on peut dire, c'est que les obligations souveraines, ça représentait 34% de l'actif des assureurs européens en 2006, 50% en 2012, 59% en 2015. Alors là, la tentation, ça pourrait être de dire, bah, c'est pas important, parce qu'on voit que l'essentiel de l'augmentation est faite entre 2006 et 2012, donc c'est pas de la faute de solvabilité 2, puisque solvabilité 2, c'est entré en vigueur au 1er janvier 2016. Voilà. Si vous voulez vous rappeler l'histoire complète, en fait, solvabilité 2, ça a été présenté par la Commission au Parlement européen en 2007 pour une adoption au 1er janvier 2010. Ensuite, ça a été repoussé à 2012, puis à 2014, puis à 2016. Et en 2012, les assureurs, ils étaient déjà prêts. Et donc, de fait, il y a eu en même temps le processus d'adoption de solvabilité 2 qui était lancé, et une évolution du bilan des assureurs européens qui a fait qu'à l'actif, ils ont dégagé une grande partie de ce qu'ils avaient comme actif et qui n'était pas des obligations souveraines pour acheter des obligations souveraines. Du coup, le poids des obligations souveraines dans le bilan a été multiplié par pratiquement 2. Bon, ce qui est quand même assez considérable quand on sait que les bilans des compagnies assurances dans l'Union européenne, c'est quand même 18 000 milliards. Hein, donc, ça se dire qu'il y a en gros 25% de tout ça qui est devenu des obligations souveraines, ça veut dire en fait que la capacité des États à s'endetter depuis la crise, elle a en grande partie été financée par les assureurs européens. Et donc, la question de savoir comment on régule,
il est assez difficile de la déjoindre dans la question de savoir comment on finance le déficit des États. Alors, après, on peut considérer que contribuer au financement des États, ça fait partie de la régulation. Mais certes, ça fait partie de la régulation, mais ça met quand même les États en situation de conflit d'intérêts importante en matière de régulation. C'est-à-dire que les objectifs qui ne sont pas strictement le financement de l'État sont peut-être un peu secondaires par rapport à la nécessité de dégager 4500 milliards pour financer d'autres activités. Bon, donc voilà, à part ça, comme vous le savez, les États de la zone euro devaient maintenir une dette inférieure à 60% du PIB. Ah bah tiens, j'ai oublié, non mais d'accord, j'ai mis le reste, c'est que j'ai quand même mis les corporate bonds. Et donc vous voyez quoi? Ben, vous voyez que là, en revanche, quand on fait augmenter la proportion d'obligations d'entreprise dans le portefeuille des banques, on augmente le niveau de fonds propres nécessaire, parce que autant les obligations d'État, c'est ce qui commande le niveau de fonds propres le plus faible à l'intérieur du portefeuille. Donc si on augmente la proportion, ça faisait baisser le niveau de fonds propres nécessaire. Autant là, dans le portefeuille type qui a été choisi pour cette étude, ben, les obligations corporelles elles sont un peu au-dessus du risque moyen du portefeuille. Donc si vous augmentez la proportion d'obligations corporelles dans le portefeuille de la banque, vous augmentez le niveau de fonds propres nécessaire. Bon, et donc ce qu'on voit, c'est que dans BAL 2, si vous donnez que des obligations corporelles, il vous faut un niveau de fonds propres qui est à peu près, on va dire, c'est 900. Dans BAL 3, vous êtes à peu près à 1500, donc c'est toujours la même proportion, un 6 à 8 fois plus. Et dans solvabilité 2, bah, vous êtes au-dessus du niveau qu'il faut pour BAL 3, qui était mieux au-dessus du niveau qu'il fallait pour BAL 2. Et donc, dans solvabilité 2, le niveau de capitaux réglementaires qui sont nécessaires pour les obligations émises par les entreprises, bah, c'est plus élevé que ce qu'il faut dans BAL 3 et dans BAL 2, dans solvabilité 2. Donc, encore une fois, y compris pour les obligations émises par les entreprises, les fonds propres réglementaires dans solvabilité 2 sont plus élevés que ne le sont dans BAL 3 et dans BAL 2. On voit aussi par ailleurs, si on se rappelle de ce qu'on avait en matière d'obligations souveraines, ce qu'on avait pour les obligations souveraines, c'était ça, d'accord? Donc il faut se souvenir que ça, c'est en fait la dernière barre, 100%, ça c'est le niveau de fonds propres qu'il faut pour juste ces catégories d'actifs. Ce qu'on voit, c'est qu'on est à 20 000 pour les souverains, dans solvabilité 2, et on est heureusement à moins de 1000 pour les corporates. Ça veut dire qu'il y a besoin de 2 fois plus de fonds propres pour les corporates dans solvabilité 2 que pour les obligations souveraines. Et donc, à la fois, les corporates, ça nécessite plus de capitaux réglementaires dans solvabilité 2 que les souverains, et ça nécessite plus de fonds propres réglementaires dans solvabilité 2 que chez les banques. Donc, encore une fois, les risques, les banquiers ont peu de chances de venir planquer leurs risques dans les compagnies d'assurance, puisque les compagnies d'assurance ont besoin de capitaux réglementaires supérieurs pour pouvoir avoir à l'actif des obligations, qu'elles soient souveraines ou d'entreprise. On peut regarder ce qu'il y en a d'autres types d'actifs. Par exemple, l'immobilier, c'était une catégorie d'actifs qui était assez importante dans les bilans des assureurs. Ça se voit encore aujourd'hui parce que vous pouvez voir assez souvent sur les immeubles parisiens des plaques avec des noms de compagnies d'assurance. Alors, si vous étiez à Madrid ou à Londres, quand il y a des plaques avec des noms de compagnies d'assurance, c'est que l'immeuble était assuré. D'accord? Et donc, c'est des plaques, c'est typiquement des plaques d'assurance qui vous disent que l'immeuble est assuré en général contre l'incendie par telle compagnie. À Paris, quand vous avez des plaques sur les immeubles, c'est qu'ils sont propriété des compagnies d'assurance. Ce qu'on voit, c'est que, là encore, quand on accroît la part de l'immobilier dans le portefeuille, ça accroît le niveau des fonds propres complémentaires nécessaires, et donc l'immobilier, c'est un niveau de risque dans BAL 2, dans BAL 3 et aussi dans solvabilité 2, qui est plus important que ce qui était considéré comme le niveau de risque moyen du portefeuille. Ça, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on a le cas des assureurs, par rapport au corporate bond, l'immobilier, c'est encore un niveau de risque qui est 2 fois supérieur. Et donc, d'ailleurs, sans aucune surprise, le résultat de solvabilité 2, ça a été que les compagnies d'assurance se sont empressées de vendre leurs immeubles, puisque si elles les gardaient, ça leur faisait un niveau de... Il fallait qu'elles produisent un niveau de fonds propres très élevé. Pourquoi? Parce que comme il y a eu une crise immobilière, alors pas tellement en France, surtout à Paris,
crise immobilière, c'est pas dans le même sens que dans le reste de l'Europe, d'accord? C'est qu'à Paris, la crise immobilière, c'est qu'on n'arrive pas à se loger un coup correct. En revanche, en Espagne, au Portugal, la crise immobilière, c'est que l'immobilier ne valait plus rien. Enfin, pas tout à fait plus rien, mais la valeur de l'immobilier, c'est qu'en Irlande, la valeur de l'immobilier a beaucoup baissé. La valeur de l'immobilier a beaucoup baissé, c'est-à-dire les compagnies d'assurance qui avaient à leur actif de l'immobilier dans les pays où ça a beaucoup baissé, ben, l'actif de ces compagnies d'assurance a beaucoup baissé. Et donc, potentiellement, ça a mangé des fonds propres. Et donc, en tout cas, c'est un risque. Donc, puisque c'est un risque, ben, ça doit être intégré au module risque de marché. D'accord? Et donc, ça fait partie de la variable qui décrit les rendements de la compagnie les résultats les rendements de la compagnie à l'horizon d'un an. Et donc, si vous avez une perte sur l'immobilier, bah, de fait, cette perte sur l'immobilier, ça vous fera des résultats exceptionnels négatifs dans votre compte d'exploitation annuel, et donc, ça vous fera une perte. Et donc, ça entre dans les exigences de capitaux réglementaires, puisque ça entre dans la distribution des résultats de la compagnie. Bon, et donc, en fait, on voit que le fait que l'immobilier soit devenu très cyclique avec des crises, ça fait que, alors même que l'immobilier était pour les assureurs une espèce de symbole justement vous savez, on disait qu'il faut investir dans la pierre, parce que la pierre, ça risque pas de perdre, contrairement aux actifs financiers, etc. Ben, en fait, on est dans une perspective inversée, à cause des crises immobilières qu'on a eues dans l'Union européenne ces X dernières années, et du coup, les exigences de capitaux réglementaires, qui sont non pas le résultat de pondération, mais simplement de la modélisation de la formule standard, ça fait que ça coûte très cher pour un assureur d'avoir de l'immobilier, et donc que les assureurs se débarrassent de leurs actifs immobiliers, parce que sinon il leur faut beaucoup de capitaux réglementaires. Et puis si maintenant on regarde les actions, bah, ce qu'on voit c'est que là encore les quantités de capitaux réglementaires sont croissantes, donc ça veut dire que les actions sont plus risquées que le portefeuille moyen. Mais quand on arrive à 100% d'actions, on voit qu'il faut beaucoup plus de capitaux réglementaires que pour toutes les autres catégories d'actifs. D'accord ? Bon, et donc ça signifie quoi? Bah, ça signifie que concrètement, les actions, c'est ce qu'il y a de plus cher en capitaux réglementaires. Et donc, c'est pas étonnant que tous les assureurs aient cherché à se débarrasser non seulement de l'immobilier, mais aussi des actions qu'ils avaient dans leur portefeuille d'actifs. D'accord? Donc, si on veut des ordres de grandeur, les actions coûtent pratiquement 5 fois plus cher en capitaux propres que les emprunts souverains. Alors, si ils ont un rendement moyen 5 fois supérieur, tant mieux. En fait, le problème, c'est que les actions, elles n'ont pas un rendement supérieur au moyen, 5 fois plus élevé, mais donc en fait, ce qu'il faudrait être capable de calculer, ce n'est pas le rendement brut des actions, c'est le rendement des actions moins le coût des capitaux réglementaires qu'il faut avoir en face des actions. Et si on fait ça, ben en fait, c'est plus très rentable d'avoir des actions. Et donc les assureurs, ils vont, à cause de cette volatilité, ils vont certainement vendre leurs actions. Bon, ça c'est pour l'aspect allocation d'actifs. Dans l'univers des actifs, vous voyez en fait que, puisqu'il y a des coûts en capitaux réglementaires des différents actifs, bah, l'assureur qui veut faire de la gestion de portefeuille, il ne se retrouve pas du tout dans le même univers d'investissement que vous, parce que vous, votre univers d'investissement, c'est un univers d'investissement où vous avez des espérances de rendement et des variances de rendement. Lui, l'univers d'investissement qu'il va se retrouver, c'est qu'il a des espérances de rendement moins des coûts de capital, qui vont être dictés par la quantité de capitaux réglementaires qu'il faut qu'il mette en face des actifs qu'il pourrait acheter. Et peut-être, et donc dans cet univers d'investissement qui est distordu, il ne va pas avoir le même choix, indépendamment de ses préférences pour le risque. Bon, le deuxième, alors on va voir comment ça va se traduire dans les choix de portefeuille des assureurs, on va voir ça tout de suite. Mais indépendamment de ça, ce qu'on voit quand même, c'est que la peur qu'on avait qu'il y ait de l'arbitrage réglementaire de la banque vers l'assurance, en particulier par exemple avec le passage à BAL 3, où on sait qu'avec le passage à BAL 3, la quantité de capitaux réglementaires exigibles pour les banquiers a beaucoup augmenté. Bah, on voit que de toute façon, il faut tellement plus de capitaux réglementaires dans l'assurance que ce n'est pas intéressant d'aller planquer ces actifs risqués dans l'assurance, parce que de manière générale, il faut beaucoup plus de capitaux réglementaires dans l'assurance que dans la banque. Bon, alors, donc, les banquiers ne vont pas créer des compagnies d'assurance pour faire de cette manière d'emprunt de gestion d'actifs. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt les assureurs qui ont intérêt à faire porter leurs actifs par les banquiers ou par des gestionnaires d'actifs. Bon, mais en fait, s'ils font ça, ça ne va pas spécialement leur faire baisser leur niveau de risque, parce qu'il faut quand même qu'ils aient quelque chose dans leur actif. Donc si ce qu'ils ont, c'est simplement qu'ils font porter les actifs par quelqu'un d'autre, en soi, ça ne va pas diminuer les capitaux réglementaires dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est simplement de se recentrer vers les actifs qui ne sont pas très risqués et qui ont pourtant du rendement. Enfin,
Pour autant, on peut quand même se demander si les niveaux de capitaux réglementaires qu'on impose aux assureurs ne sont pas punitifs. La réponse, est-ce que ce ne serait pas justement d'aller regarder comment les assureurs ont fait évoluer la répartition de leurs actifs? Alors là, mes données commencent à être un peu anciennes, excusez-moi, parce que j'avais fait ça en 2016 pour le papier qui est sur le site. Mais au moins, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des tendances. D'accord? On voit des tendances. Pourquoi? On voit typiquement que l'immobilier, c'était 5% du bilan des assureurs en 2000, c'est passé à 3% en 2012. On voit que les debt securities and fixed income, c'est donc, en gros, les obligations, c'était 31% du bilan des assureurs, c'est passé à 50% en 2012. On voit que les actions, c'était 36% du bilan des assureurs en 2000, c'est passé à 21% en 2012. C'est quand même ça, les gros postes ont bougé. Après, il y a l'autre, c'est uniquement mortgages. Bon, c'est vrai que les assureurs pouvaient porter des prêts. C'est-à-dire qu'en fait, ils refinançaient des prêts. Et ça faisait 16% du bilan des assureurs en 2000, c'est tombé à 10% en 2005, c'est remonté après. Pourquoi c'est remonté après? Parce que tant qu'il y a les chercher de rendement, il n'y a pas de rendement sur le. Enfin, les assureurs ont beaucoup d'obligations, mais il n'y a pas de rendement sur leurs obligations, puisque les taux sont très bas. L'idée, c'est quand même d'aller chercher des actifs. C'est d'aller chercher des actifs qui offrent des rendements et ne sont pas très chargés en capitaux réglementaires. Et donc, par exemple, de récupérer des crédits titrisés. Bon, mais l'essentiel du changement, quand même, on voit, qui s'est fait sur ces deux lignes-là. Parce que le changement sur l'immobilier, il est réel, mais en même temps, il est un peu anecdotique. Il est peut-être plus fort à l'échelle de la France, parce que les compagnies d'assurance françaises, à l'échelle européenne, puisque là, on a en fait des données du Joint Europe qui consolident les bilans des assureurs européens. Si on consolide les bilans des assureurs européens, on se rend compte que le changement important, il est sur ces deux lignes, c'est sur la ligne action et sur la ligne obligation. Donc on a 15% du bilan des compagnies d'assurance qui n'est plus sur les actions, et on a 20% du bilan des compagnies d'assurance qui est passé sur les obligations. Toute une partie est passée des actions aux obligations, et puis 5% résiduels qui sont venus en plus sur les obligations. Et on disait tout à l'heure que l'État était en conflit d'intérêts quand il était question de régulation. Concrètement, ce qu'il faut voir, c'est donc qu'on a à peu près 1/6 du bilan des assureurs qui est passé de l'achat d'actions à l'achat de dettes souveraines. C'est pas rien quand on sait que le bilan des compagnies d'assurance, c'est donc 18 000 milliards. Donc on avait 3 000 milliards des actifs des assureurs qui étaient investis en actions avant 2010, enfin plutôt en 2000, on va dire. On avait 3 000 milliards, l'équivalent en valeur présente de 3 000 milliards, qui sont passés des actions au financement de la dette souveraine. Donc ça mérite quand même d'être mentionné, parce que, alors, il ne s'agit pas de dire que c'est ça qui est la cause de la crise ou de la mauvaise santé financière, de la mauvaise santé des entreprises européennes, c'est pas ça. Mais c'est vrai que les assureurs avaient un rôle de financement des entreprises via les marchés financiers. Ils le jouent moins aujourd'hui. Alors après, vous savez en parallèle que, ça c'est pas moi qui vous le raconte, c'est plutôt Luther, j'imagine que en fait, le rôle des marchés financiers a changé, puisque aujourd'hui, les entreprises sont plus emprunteuses nettes sur les marchés financiers, les flux de capitaux ne vont pas vers les entreprises, mais ils sortent des entreprises qui sont cotées sur les marchés. Donc, de fait, le fait que les assureurs n'aient plus d'actions d'entreprise, ça ne change pas grand-chose à leur rôle de financement, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les États ne sont certainement pas neutres dans leur attente vis-à-vis des compagnies d'assurance ou dans leur approche en matière de régulation. Alors, pour autant, il y a quand même quelque chose qui ne va pas tout à fait dans mon tableau, quand on y pense bien, c'est que, certes, il y a une baisse vertigineuse de la part des actions dans le bilan des compagnies d'assurance. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que ma statistique est biaisée, en partie? Est-ce que, je vais dire autrement, est-ce qu'il n'y a que Solvabilité 2 qui sont en cause là-dedans? Est-ce que la raison pour laquelle la part des actions a baissé, est-ce que c'est juste que, puisque les actions étaient fortement... il fallait beaucoup de capitaux réglementaires pour avoir des actions, donc en fait, si 1/6 du bilan des assureurs s'est déplacé des actions vers les obligations, c'est uniquement à cause de la réglementation. Est-ce qu'il n'y a pas un autre phénomène qui a mécaniquement fait baisser la valeur des actions et fait augmenter la valeur des obligations dans les bilans des compagnies?
Enfin, en fait, c'est pas seulement un phénomène, c'est deux phénomènes concomitants. Bah, premier phénomène, si on regarde le cours des actions, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé en 2008. Mais si jamais vous n'en avez pas entendu parler, il suffit de regarder un indice mondial des actions, ça c'est le MSCI, donc c'est un indice mondial des actions. Le plus haut de l'indice MSCI World, c'est 2008, et on est à peu près à 430, d'accord. En 2009, on est tombé à 180. Donc en gros, la valeur moyenne d'un portefeuille d'actions mondial a baissé de plus de 60%. Donc peut-être que la baisse de la valeur des actions au bilan des assureurs, ce n'est pas uniquement la faute de solvabilité 2, c'est aussi qu'il y a un vrai truc mondial de baisse de la valeur des actions. Il faudrait au moins en tenir compte dans le calcul pour essayer de voir si la part des actions dans les bilans des assureurs aurait baissé indépendamment de ce mouvement de marché. Deuxième chose, il y a aussi que, de fait, il y a un effet structure. Il y a aussi un autre effet structure qui est que, après 2008, la réaction des banques centrales, je ne vais pas vous raconter, mais juste pour vous rappeler quand même que ça peut avoir un effet sur les assureurs. La réaction des banques centrales, c'est de baisser les taux d'intérêt. Si vous baissez les taux d'intérêt, les obligations font comme de fait les taux d'intérêt ont baissé à peu près partout, ça signifie quoi? Ça signifie que les assurances, pardon, les obligations qui avaient été émises au préalable, quand le taux d'intérêt baisse, la valeur de marché de ces obligations augmente. Donc la valeur au bilan des compagnies d'assurance, surtout quand les compagnies d'assurance ne sont pas en valeur historique, après leur rapport de leur comptabilité n'est pas en valeur historique mais en valeur de marché, la valeur au bilan des obligations qui ont été achetées au préalable a augmenté. Donc l'un des effets possibles de la crise financière, c'est que la part des obligations est augmentée mécaniquement dans le bilan des compagnies d'assurance simplement parce que les taux d'intérêt baissaient, sous l'effet de la politique monétaire des banques centrales, et que la valeur des actions est baissée simplement sous l'effet de la baisse des marchés financiers. En fait, je suis peut-être en train de vous raconter une histoire qui est complètement fausse. Je suis en train de vous dire, vous voyez quand même, solvabilité 2, c'est affreux, on met des pénalités sur les actions, donc du coup, tout le monde se tourne vers la dette souveraine. Et en fait, ce qui se passe, c'est juste qu'il y a un effet de valeur de marché des titres. Bon, alors, si on veut essayer de regarder un peu, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'un côté de se dire que les cours des actions suivent l'indice MSCI World, et donc comme ça, on va reconstituer ce qu'aurait dû être la part dans le bilan des actions si on était resté avec le même niveau d'action, avec la même quantité d'actions, mais que le cours des actions avait suivi l'indice MSCI World. Et donc on essaie de supprimer l'impact de la variation de la valeur de marché des actions. Et d'autre part, on essaie de supprimer l'effet de la variation des taux, en faisant quoi? En indiquant que la valeur des obligations, en partie, elle est constante, et en partie, elle est indexée sur la valeur de marché des obligations à 10 ans. On va dire des bouts à 10 ans, et donc qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que, par exemple, j'ai dit, on fait comme si la valeur des obligations, il y avait 50% qui ne bougeait pas, il y avait 50% qui était indexé sur la valeur de marché des obligations à 10 ans, d'accord, compte tenu de la variation des taux. Donc quoi? Bah, en fait, c'est juste pour dire que la valeur après 5 années de vie d'obligation d'une duration, enfin de maturité 10 ans, c'est quoi? Bah, c'est en fait la valeur actuelle des 5 coupons qui restent à payer, plus du capital qui reste à rembourser dans 5 ans, au taux courant du marché. Ça ne change pas. Et donc, la valeur, quand vous achetez l'obligation, vous allez percevoir un petit coupon plus le remboursement. Donc, après 5 ans, quand il ne reste plus que 5 coupons à payer, votre valeur de marché de l'obligation, ça doit être la valeur présente de chacun des coupons, le coupon de la première année, le coupon de la deuxième année, le coupon de la troisième année, le coupon de la cinquième année, plus le remboursement du capital fini au bout de 5 ans, puisqu'il vous reste 5 ans de maturité. Donc l'idée, c'est que, en fait, c'est que quoi? Bah, c'est que si j'injecte là-dedans un taux qui est le taux du marché, le taux courant des obligations, évidemment, les obligations qui auront été émises, par exemple, à
un taux de coupon de 3% en 2005, quand on est rendu en 2010 et que le taux des obligations allemandes il est tombé à 2%, pardon, il est tombé à, je sais pas quoi, 0,35%, vous allez actualiser les coupons à venir plus le principal avec un taux qui était beaucoup plus faible que le taux des coupons au moment où les obligations étaient émises, et donc la valeur de marché des obligations doit être beaucoup plus élevée que leur valeur d'émission, et aussi que leur valeur de remboursement. Enfin, ça a un effet quand même sur le bilan. Bon, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de faire un truc chaîné en disant, voilà, je parle de la valeur 2000, évident, et puis en 2005, je regarde ce qu'aurait dû être la valeur des actions dans le bilan si la seule évolution qu'il y avait eu sur les actions, ça aurait été celle de l'indice MSCI, sans changement de la part. En gros, les assureurs ne changent pas la part des actions dans le bilan, mais simplement ce qui fait que la part des actions dans le bilan change, c'est l'évolution des cours qui suit l'indice MSCI. Bon, et inversement pour les obligations, enfin pas inversement, mais dans le cas aussi des obligations, ce que je fais, c'est que je considère simplement que la valeur des obligations dans le portefeuille, elle évolue avec les taux d'intérêt selon la formule que j'ai donnée, c'est-à-dire que je réévalue la moitié du portefeuille en fonction du taux du marché et je laisse la moitié du portefeuille constant. Alors pourquoi je fais ça? En fait, l'astuce, elle est que comme la duration moyenne des obligations est un peu en fait, je ne connais pas la duration moyenne des obligations dans le portefeuille de l'ensemble des assureurs. Mais ce que je me suis dit, c'est les assureurs, évidemment, ils ne changent pas toutes leurs obligations d'un coup, ils en laissent quand même, pour l'essentiel, ils les laissent maturer. Et même s'ils les laissent maturer, ça a quand même un effet sur leur bilan, puisque leur bilan, leur actif est rapporté en valeur de marché tout seul de l'UTE. Et donc, en fait, il faut tenir compte du fait que le bilan se réévalue quand les taux d'intérêt baissent. Et donc, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a, ça c'est des bilans en 2000. En 2005, je fais une première projection en disant, voilà, la valeur des actions entre 2000 et 2005, elle a faiblement baissé en moyenne. Du coup, la part des actions dans je devrais dire plutôt, elle a peu augmenté. Or, comme la valeur de marché des obligations a augmenté parce que les taux d'intérêt ont baissé, la valeur des actions, la valeur de l'indice MSCI n'a pas suffisamment augmenté pour augmenter aussi vite que la valeur de marché des obligations qui a augmenté avec la valeur des taux. Donc, de fait, si les assureurs n'avaient pas modifié leur position en termes d'actions et d'obligations, ils se retrouveraient avec une valeur des obligations dans leur portefeuille qui va augmenter d'un tiers à cause de la baisse des taux, et une valeur des actions qui aurait un peu baissé, parce que même si les actions ont progressé, elles n'ont pas progressé aussi vite que les obligations ont progressé du fait de la baisse des taux. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que puisque ce qu'on observe, c'est plus pour les actions et moins pour les obligations, ça veut dire qu'entre 2000 et 2005, les assureurs ne se sont pas chargés en obligations, au contraire. Non, parce qu'on peut penser que si c'était chargé en obligations, compte tenu de l'augmentation de la valeur des obligations, l'augmentation mécanique de la valeur des obligations dans leur bilan, s'ils avaient continué d'acheter des obligations, ils auraient certainement plus que les 35 et plus 7%. En revanche, qu'est-ce que je fais entre 2005 et 2010? Je fais la même chose. Je fais la même chose, et là, cette fois-ci, je constate quoi? Je constate qu'entre 2005 et 2010, les taux ont plutôt augmenté. Donc, puisque les taux ont plutôt augmenté, la valeur des obligations qui est au bilan des assureurs va être baissée. Et donc, de fait, s'ils n'avaient pas racheté d'obligations, s'ils avaient racheté des obligations, que des obligations de même maturation, de même maturité, pour compenser celles qui étaient arrivées à la maturité entre 2005 et 2010, même maturité et même valeur, en fait, le poste obligation dans le bilan des assureurs aurait considérablement baissé, justement à cause de la hausse des taux. Inversement, entre 2005 et 2010, le poste action aurait considérablement augmenté parce que la valeur des actions avait beaucoup augmenté entre 2005 et 2010. Même si il y a eu les crises financières qui a fait baisser la valeur des actions entre 2008 et 2009, ce qu'on voit quand même, c'est que entre 2005 et 2010, en fait, ça a plutôt augmenté par rapport, même si ça a beaucoup baissé là, comme 2005, c'était de toute façon c'était un avenir, enfin c'était un plus bas, alors 2005 c'est plus bas, d'accord. Au total, entre 2005 et 2010, on a plutôt monté, même si ça a baissé. Et donc, du coup, la simple réévaluation mécanique de la valeur des actions, ça aurait dû faire que
Pardon, c'est là. Ça aurait été clair que le pourcentage des actions dans le portefeuille des compagnies d'assurance serait passé à 47,4. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en 2010, les chiffres qu'on a, c'est 31 et 41. Donc, je ne vous dis pas que les formules sont les bonnes. C'est juste pour donner un ordre de grandeur. Et ce qu'on voit, c'est qu'on ne peut pas affiner la crise financière pour expliquer que la valeur des actions dans les bilans des compagnies a baissé considérablement. Il y a vraisemblablement un effet de réglementation qui a fait que les assureurs ont dégagé des actions alors même que les actions montaient, et ils ont chargé en obligation alors même que le taux baissait. Pardon, alors même que la valeur des obligations qui était déjà au bilan baissait. Ensuite, on peut faire la même projection pour chaque année pour essayer de voir justement comment les assureurs ont fait. Et donc, ce qu'on voit, c'est que par exemple, en 2011, la projection, elle est en dessous en matière d'action et au-dessus en matière d'obligation, bon, sans que ce soit vraiment significatif. En revanche, la projection 2012, elle est quoi? Elle est en 2012, clairement, entre la projection et la réalisée, on voit clairement que les assureurs ont dégagé des actions entre 2011 et 2012. Et on voit que, alors là j'ai aussi les chiffres de 2013, on voit que là aussi, clairement, ils ont dégagé des actions entre 2012 et 2013. Puisque, entre 2012 et 2013, sous l'effet de la hausse de la valeur de marché des actions, la part des actions dans les portefeuilles des compagnies d'assurance aurait dû augmenter. Et sous l'effet du meilleur remontée des taux entre 2012 et 2013, la valeur des actions au bilan des compagnies d'assurance aurait dû baisser. Alors, la baisse aurait été probablement beaucoup plus faible que ce que j'ai mesuré, parce que là j'ai mesuré à peu près 50% sur le bilan, alors que autant en 5 ans c'était vraisemblable, autant en 1 an c'est pas vraisemblable, parce qu'il n'y a pas 50% des obligations qui m'incluent. Donc on n'intègre pas le truc. Mais en tout cas, l'évolution des taux pour les obligations et des valeurs des coûts pour les actions fait que la valeur la proportion des actions dans les bilans aurait dû augmenter, la proportion des obligations dans les bilans aurait dû baisser, et c'est encore le contraire. Donc en fait, ce qui est manifeste, c'est que l'évolution des parts des actions et des obligations dans les bilans des assureurs, ce n'est pas juste l'effet de la valeur sur de marché de ces titres, hein, puisque si ça avait été juste l'effet de la valeur de marché des titres, la part des actions aurait plutôt augmenté et la part des obligations aurait plutôt diminué. C'est donc que les assureurs ont été actifs dans la recomposition d'un portefeuille et en particulier dans le fait de basculer une partie du portefeuille des actions vers les obligations. Et donc ce que j'ai dit au début, ce n'était pas juste du l'esprit, c'est que manifestement c'est ce qui s'est passé. Alors est-ce que ça s'est passé sous pression des États? En partie oui, parce qu'il est évident que quand l'État émet des obligations et quand les assureurs ne souscrivent pas, le directeur général du Trésor appelle les patrons des compagnies d'assurance en leur disant d'acheter. Bon, ça c'est un truc qui est très connu. Mais il y a probablement aussi un effet induit par la réglementation, du fait de la charge en capitaux propres, ça distord le faire d'investissement dans lesquels les compagnies d'assurance se trouvent par rapport à ceux qui n'ont pas justement des besoins de provisionner les capitaux réglementaires, en face des leurs actifs, et donc ça a probablement un effet de redéploiement de l'actif des compagnies depuis les actions et autres actifs plus risqués vers les obligations des emprunts d'État et autres actifs considérés par le cadre réglementaire comme moins risqués, donc pour lesquels il y a moins de capitaux réglementaires. Bon, il est l'heure. Merci de votre attention. Bonne semaine et à la semaine prochaine.